Le gars les a remerciés et a décidé de continuer son chemin, mais soudain, cet hybride aux cheveux blancs a crié après le gars et lui a demandé d'arrêter. L'hybride a dit qu'il lui mentait et a demandé au gars de les aider. Il a ajouté que si le gars les aide, ils l'y emmèneront eux-mêmes. Et puis soudain, un homme s'est approché de l'hybride et l'a frappé au visage avec une batte. Il a dit au vil hybride de se taire. L'homme à la chauve-souris a ajouté que s'il n'était pas une marchandise, il les aurait supprimés depuis longtemps sans hésiter. Le gars avec la batte a dit qu'il semblait qu'un seul coup ne suffisait pas et a dit que cette fois, il battrait sa sœur de toutes ses forces. Mais tout à coup, le gars a attrapé sa batte avec sa main et a sauvé la fille. L'homme a demandé au gars pourquoi il s'était battu avec eux. Le gars a dit que maintenant il devait s'occuper de tous ces gens. Il est allé voir l'hybride aux cheveux blancs et lui a demandé s'il avait des piles. Il a dit qu'il avait dépensé toute son énergie pour venir ici. Il a dit qu'il lui restait une division et qu'il était censé mourir dans environ un jour. Le gars a dit à l'hybride que s'ils avaient des batteries, ils pourraient s'occuper de ces gens. L'hybride a dit qu'il n'avait pas de telles choses. Mais l'hybride disait que ces gens avaient une batterie et que leur cyborg avait toujours une batterie de secours. L'hybride a dit qu'il avait vu comment ils les échangeaient. Il a dit que cette information et son accompagnement seraient le prix à payer pour les sauver. Le gars pensait que cela ne suffirait pas, mais il se souvenait qu'il n'avait rien reçu depuis 2 mois. Il a répondu à l'hybride qu'il prenait ce contrat. Et puis tous ces gens ont entouré le gars. Ils ont demandé au gars s'il connaissait le nom de Lion Mountain et ont répondu qu'il s'agissait de la société de commerce d'esclaves la plus puissante des terres frontalières. Il a dit qu'il contrôlait tout ici et a demandé au gars s'il était assez grand pour se battre avec eux pour le bien de quelques esclaves. Le gars a répondu qu'il n'en avait jamais entendu parler et après ces mots, il a immédiatement porté un coup violent à l'homme au visage et l'a assommé. Le gars s'est approché des hybrides, les a félicités et leur a dit qu'ils étaient devenus ses clients. Il sourit et dit que ce service durerait environ 5 secondes. Et immédiatement après ces mots, les cyborgs ont commencé à attaquer le gars de tous côtés, mais le gars les a cassés un par un, et après un certain temps, tous les cyborgs furent vaincus. Le cyborg vaincu a demandé au gars qui il était. Le gars a répondu qu'il était un samouraï HEIQI et qu'il s'appelait HEI Tongshi. Le cyborg fut surpris et pensa que les samouraïs HEIQI étaient une sorte de groupe de tueurs et demanda au gars pourquoi il était venu ici. Mais ensuite le gars s'est retourné et a remarqué que l'un des cyborgs avait fait prisonnier les hybrides. Le cyborg a dit au gars que s'il bouge, il en finira avec eux. Le cyborg a dit au gars de laisser tomber son épée et lui a dit qu'il lui donnerait les batteries. Il a demandé à les laisser tranquilles et a promis qu'il ne ferait plus ça. Mais le gars a répondu au cyborg qu'il pouvait en finir avec eux. Il a dit qu'il ne se souciait pas de ces deux-là et que son objectif était leur batterie. Le gars a dit au cyborg que maintenant il savait qui il était à cause de ça. Le gars ne pouvait pas le laisser en vie. Le gars a demandé pardon aux hybrides et a dit qu'il semble que la chance ne soit pas de leur côté aujourd'hui. Au moment où le cyborg parlait au gars, l'hybride aux cheveux blancs a profité du moment et a discrètement volé les clés des menottes au cyborg. L'hybride aux cheveux blancs a regardé la fille qui s'appelait ZYE et a dit que ce type était exactement la personne qu'il recherchait. Il lui a demandé de ramener le gars. L'hybride a demandé pardon à la fille et lui a dit qu'il partirait pendant un moment. Le cyborg l'entendit et ordonna à l'hybride de fermer la bouche et de se taire et lui dit qu'il mourrait le premier. Et puis l'hybride aux cheveux blancs a dit qu'il disparaîtrait pendant un moment et tout à coup, il a libéré la fille ZYE des chaînes et l'a instantanément poussée dans l'autre sens. Et à la même seconde, le cyborg a soudainement tiré sur l'hybride aux cheveux blancs. HEI Tongshi a demandé à la fille aux cheveux roses de ne pas se retourner et de la regarder. Et après cela, HEI Tongshi a immédiatement couru vers le cyborg et l'a achevé d'un seul coup de son arme. Le cyborg s'est immédiatement effondré au sol. Mais soudain, après cela, HEI Tongshi tomba au sol et dit qu'il semblait bouger beaucoup parce que sa batterie était épuisée. HEI Tongshi a demandé à la fille aux cheveux roses de lui donner les piles, mais a soudainement découvert qu'elle pointait une arme sur lui. La fille a dit au gars de ne pas bouger. HEI Tongshi a demandé à la jeune fille si elle avait vraiment pointé une arme sur lui. Il a dit que ce n'était pas très gentil de sa part. Et puis HEI Tongshi a dit que le travail était terminé et qu'elle n'était plus sa cliente. Il a dit que maintenant il pouvait mettre fin à ses jours et voulait attaquer la fille. Mais soudain, sa batterie s'est épuisée et il s'est effondré au sol. Il pensait que ses affaires allaient mal et que s'il ne chargeait pas immédiatement sa batterie, il mourrait. HEI Tongshi a demandé à la fille d'imaginer qu'il s'agissait d'une simple blague et lui a demandé de vivre ensemble et de ne pas être en colère les uns contre les autres. Mais la fille s'est approchée de lui et l'a frappé à la tête avec son arme de toutes ses forces, de sorte que le gars s'est évanoui sous un tel coup. Après s'être évanoui, HEI Tongshi a vu quel genre de personne. HEI Tongshi s'est approché de lui et a demandé à Bemu si c'était le cas. Cet homme a dit que c'était un signe et lui a dit d'aller à la porte des esprits animaux. Il a dit qu'il était devenu la première victime de la lame qu'il lui avait lui-même donnée. L'homme mystérieux a donné au gars son masque et sa lame et lui a dit que la lame était fabriquée à partir de ses côtes. La lame s'appelait la coupe causale. Et puis soudain, HEI Tongshi s'est réveillé. La fille l'a attaché pour qu'il ne puisse pas sortir. Le gars a demandé à la fille ce qu'elle allait faire de lui et lui a demandé de lui rendre son masque. Le gars a demandé à la fille si elle pensait vraiment que cela le dissuaderait, mais il ne pouvait rien faire car sa batterie était presque vide.
Mais la jeune fille a sorti un couteau et a commencé à s'approcher du gars. Le gars a dit de ne pas l'approcher, mais soudain la fille l'a libéré. Elle lui a donné un masque et lui a dit qu'elle l'emmènerait à la porte des esprits animaux et qu'ils y passeraient la nuit. La jeune fille lui a donné une nouvelle pile et lui a dit que les piles des autres cyborgs étaient cassées. Elle a demandé pardon et a dit que Ming Chen l'avait arnaqué. Elle a dit que c'était la seule batterie qui avait de l'énergie, mais qu'elle aurait dû suffire pour le voyage. Elle a dit qu'elle trouverait un moyen de lui procurer une batterie. Hui Tongxi a mangé la batterie et a dit que maintenant il était sauvé. Hui Tongxi a demandé à la fille de ne pas penser qu'il lui pardonnerait juste à cause de ça. Et puis le gars a remarqué que quelque chose d'étrange commençait à pousser sur la main de la fille. C'était la première fois qu'il voyait cela et demandait quel était le pouvoir des hybrides. La jeune fille était bouleversée et a dit qu'il les appelait des hybrides, des cyborgs, parce qu'il ne les considérait que comme du bétail. Elle a dit qu'ils avaient des noms. Elle arracha la chose qui avait poussé de sa main et la posa sur le sol, et puis soudain, ces choses se sont transformées en créatures mignonnes. La jeune fille a dit qu'ils étaient différents des cyborgs qui dépendaient de mécanismes. Elle a dit qu'ils étaient connectés à la nature, c'est pourquoi on les appelait esprits animaux. Elle a dit que lorsque les esprits animaux grandissaient, ils développaient les caractéristiques de certains animaux, on l'appelait le talent de l'esprit animal. La jeune fille a fait frire ces créatures sur le bûcher. Elle a demandé au gars pourquoi il n'avait pas mangé et lui a dit que le rapoché était très savoureux. La fille a demandé au gars s'il ne pouvait vraiment pas manger de la nourriture normale. Il a répondu que la maladie du robot s'était propagée à tous ses organes et qu'il ne pouvait donc pas digérer de telles choses. Les corps des cyborgs ont été remplacés par des pièces mécaniques au fil du temps. De tels changements n'étaient pas causés par des modifications mécaniques mais par une maladie mécanique qui affectait tout le corps, même le cerveau. La fille a dit au gars qu'avec le temps, il se transformerait en un tas de métal sans âme, dépourvu de tout sentiment. Elle a dit qu'ils avaient aussi un phénomène similaire, leur corps finirait par présenter les caractéristiques d'un animal particulier jusqu'à ce qu'il soit complètement transformé en animal. La jeune fille a dit que son frère lui avait toujours dit que les esprits animaux et les cyborgs ne étaient pas si différents les uns des autres. Il lui a même dit que les deux appartenaient autrefois à la même espèce. La jeune fille a dit qu'il ne devrait pas se sentir mal à propos de ce qui était arrivé à son frère Ming Chen et a dit que ce n'était pas de sa faute. La jeune fille a dit que frère Ming Chen ne la laisserait pas seule parce qu'il avait promis qu'il ne la quitterait pas avant longtemps. Hui Tongxi a déclaré que la tête de son frère avait été transpercée et a ajouté que, selon son opinion professionnelle, il était mort. La jeune fille a dit que demain elle l'emmènerait au village car il allait se rendre à la porte des esprits animaux. Elle a ajouté que son village n'est pas loin d'eux. Hui Tongxi a dit à la fille qu'elle semblait détester les cyborgs et lui a demandé pourquoi elle était gentille avec lui maintenant. Elle a répondu qu'elle avait confirmé les soupçons de son frère Min Chen et quand il s'est évanoui, elle l'a fouillé et a trouvé un masque, une longue épée avec une lame noire, et il était aussi un cyborg en noir. Elle a dit qu'ils étaient censés se rencontrer à la porte des esprits animaux il y a 5 jours et pendant qu'ils attendaient, un groupe de cyborgs est apparu et ils ont dû se battre. Elle a demandé si son vrai nom était Bému. Le lendemain matin, ils arrivèrent sur le territoire des esprits des bêtes dans le village de la vallée des vents. Les villageois étaient heureux de la revoir. Ils ont été surpris car ils n'ont pas trouvé son frère Ming Chen avec Zye. Ils pensaient que leur héros légendaire était avec elle. Ils ont réalisé que Zye avait réussi à le rencontrer. Le villageois a dit à Qin Shui d'ouvrir la porte et a déclaré que Tao Zye était revenu au village. Qin Shui a ouvert la porte et a dit qu'un cyborg inconnu marchait avec Zye. Il a demandé aux cyborgs comment osait-il envahir leur village. Qin Shui pensait que Maître Ming Chen ne permettrait pas à un cyborg de s'approcher si près de leur village et de plus, il ne permettrait jamais à Zye de rester avec un étranger. Qin Shui a dit au cyborg qu'il était un envahisseur et soudain, après ces mots, il a commencé à attaquer le cyborg et lui a demandé où se trouvait Ming Chen. Zye a demandé à son frère Qin Shui d'arrêter d'attaquer Hui Tongxi et a déclaré qu'il n'était pas leur ennemi et qu'il ne représentait pas une menace. Qin Shui a répondu qu'il s'en fichait et a dit que ce cyborg ne lui avait pas encore dit où se trouvait son maître Ming Chen. Hui Tongxi a demandé pourquoi ne lui avait-il pas simplement répondu et lui avait dit que les marchands d'esclaves avaient tiré une balle dans la tête de son maître. Qin Shui a demandé que son maître est vraiment perdu à cause de ces tas d'ordures inutiles. Il a continué à attaquer le cyborg et lui a demandé ce qu'il pensait vraiment qu'il croirait à ces absurdités qu'il avait dites. La fille a demandé à Hui Tongxi de ne pas se laisser frapper et a dit que les flèches de Qin Shui avaient été envoyées. Zye a déclaré que le chef de la garde Qin Shui avait un esprit animal doté des capacités d'un poisson, son corps pourrait créer des aiguilles en os venimeuses. Qin Shui a dit au cyborg que s'il sauvait vraiment Zye des mains des marchands d'esclaves, il devait alors lui montrer de quoi il était capable. La jeune fille a regardé tout cela et a pensé qu'elle devait immédiatement trouver un moyen d'arrêter le frère de Qin Shui. La femme a regardé leur bataille et a dit au résident local Shan Zhu qu'elle allait maintenant appeler le chef du village. Qin Shui s'est tenu devant Hui Tongxi et lui a demandé s'il était déjà épuisé. Il a dit que même les animaux locaux sont plus forts que lui. Hui Tongxi lui a demandé si elle pensait vraiment qu'il ne mettrait pas fin à ses jours. Après ces mots, le cyborg sortit soudain sa lance et la pointa vers Qin Shui. Qin Shui a immédiatement esquivé et s'est demandé s'il s'agissait d'une lame qui pouvait changer de forme.
Hui Tongxi pensait qu'il s'en sortait très mal parce qu'il était presque à court de charge et qu'il n'aurait pas dû utiliser cette capacité. Et puis Qin Shi a voulu porter le coup final aux cyborgs non protégés, mais soudain le chef est apparu et leur a ordonné d'arrêter le combat. L'aîné Yang a dit à Qin Shi qu'il était un enfant et lui a demandé de ne même pas penser qu'il pouvait faire quoi que ce soit simplement parce que son maître était absent. Et puis frère Yang s'est approché du cyborg et l'a tiré par l'oreille et a dit qu'il pouvait montrer au moins un peu de respect pour l'aîné. Et puis la femme a dit à l'aîné que Qin Shi se tenait en fait dans un endroit complètement différent et qu'il tirait les oreilles d'une autre personne. L'aîné a dit que le village de la vallée des vents était à la frontière entre les esprits animaux et les cyborgs et que tous les habitants étaient des esprits animaux. Ils avaient des esprits de guerre courageux qui gardaient le village et donc les marchands d'esclaves cyborgs errants ne pouvaient pas s'approcher d'eux. Mais c'est grâce à eux qu'ils ne s'éloignèrent pas du village, ils chassaient et cultivaient, c'était leur mode de vie. L'aîné a déclaré que les résidents locaux voyaient rarement des cyborgs et qu'ils le regardaient donc souvent. Tous les habitants ont offert des cadeaux aux cyborgs et ont dit qu'il avait fait tant de bonnes actions pour les esprits animaux. Hui Tongxi pensait que tous les habitants pensaient qu'il était en réalité Benmu même s'il ne l'était pas, Cyborg pensait ce qu'il avait fait. Et puis Qin Shi s'est approché du cyborg et a dit que c'était étrange parce qu'il était très différent des rumeurs sur Benmu. Hui Tongxi était très intéressé et a demandé à Qin Shi ce que Benmu était censé être selon les rumeurs. Qin Shi a dit qu'il avait entendu maître Ming Shen dire que Benmu avait un visage amical et un cœur bon, mais qu'il avait l'air complètement différent. Qin Shi a dit qu'il ne le louait pas dans la culture et a dit qu'il était toujours méfiant et qu'il garderait donc un œil sur lui. Et puis le cyborg l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il devrait alors faire attention car il y avait beaucoup de mauvaises choses dans sa tête. Qin Shi a répondu que tous les cyborgs sont vraiment aussi dégoûtants que lui. Hui Tongxi a répondu qu'ils sont tous comme ça. Frère Yang leur a demandé de faire attention à leur manière et a dit qu'ils étaient arrivés à destination. Elder Yang a dit que grand-mère attendait depuis très longtemps et Benmu a demandé aux cyborgs et aux autres d'entrer. Hui Tongxi a demandé à la fille qui l'attendait. La jeune fille répondit que l'herboriste de leur village, Madame Ya, l'attendait. Et puis Hui Tongxi se souvint des paroles de Benmu. Benmu a dit que Madame Ya était la clé et qu'après leur rencontre, elle aurait dû lui dire quoi faire ensuite. Hui Tongxi n'a rien compris et a demandé à Benmu ce qu'il attendait de lui. Sa mission était de l'achever, mais pourquoi devait-il faire tout cela à la place de Benmu? Et soudain, la fille a ramené le cyborg à la raison et il est revenu à la réalité. Elle a demandé s'il s'était endormi. Madame Ya a demandé à Benmu de lui raconter comment il avait trouvé ce masque. Elle a dit que si c'était inapproprié, elle ne poserait plus de questions et a demandé pardon. Madame Ya a dit que les cyborgs ont opprimé leurs esprits animaux pendant de nombreuses générations, mais Benmu les a toujours aidés malgré la nature du cyborg. Madame Ya a déclaré qu'il avait sauvé beaucoup de leurs camarades réduits en esclavage par des cyborgs et que leur gratitude ne pouvait être exprimée par des mots. Elle a déclaré qu'ils avaient tous été libérés de l'esclavage grâce aux informations qu'il leur avait fournies. Mais elle a ajouté que Benmu avait caché son identité pendant tout ce temps et les avait aidés à sortir de l'ombre. Pendant de nombreuses années, ils ont travaillé avec Benmu et la seule personne qui a vu Benmu était Ming Shen Yue. Mais comme il n'était pas avec eux, elle a demandé au cyborg de confirmer qu'il était bien Benmu, et puis soudain, Qin Shi est arrivé et a dit au cyborg qu'il transpirait beaucoup et était nerveux et lui a demandé s'il avait vraiment chaud. Qin Shi a ajouté que ce n'est pas difficile pour un cyborg et a finalement demandé s'il était un faux. Ziyue a dit qu'elle voulait aussi voir ses capacités parce que son frère a dit un jour que Benmu avait une capacité unique que les cyborgs appelaient le magnétisme. Hui Tongxi pensa au magnétisme et se souvint que seul Benmu avait cette capacité, puis cela lui vint à l'esprit. Il pensait qu'il ne s'attendait pas à ce que la lame fabriquée à partir des os de Benmu ait encore cette capacité, et soudain le cyborg a demandé à tout le monde de le regarder attentivement. Hui Tongxi a dit qu'il sélectionnerait un objet métallique dans la pièce et le tirerait vers lui, et puis soudain, une cruche en métal lui a volé dessus et l'a frappé au visage. Pendant ce temps, les gardes du village se levaient et discutaient du fait que le masque perdu depuis des siècles avait enfin été retrouvé. Et maintenant, les esprits ont de l'espoir, ils pensaient que Benmu avait tellement fait pour eux qu'ils devaient le rembourser en nature. Et soudain, ils entendirent un bruit, les gardes pensaient que c'était une blague, car pourquoi devaient-ils venir là? Ils étaient tous armés et se précipitaient vers eux à toute vitesse, ils pensaient qu'un idiot les avait amenés dans leur village. L'un des gardes a demandé de dire à tout le monde de se préparer au combat car le gang de la montagne du lion était déjà là. Tout le monde a dit que c'était incroyable et a demandé au cyborg s'il allait bien, il a dit que tout allait bien et que ce n'était qu'une égratignure. Madame Ya a remercié le cyborg d'avoir risqué sa vie pour prendre le masque des mains des cyborgs. Elle a dit qu'il les avait aidés à franchir l'étape décisive. Elle a dit que les esprits des animaux se souviendraient à jamais de sa gentillesse et qu'après avoir accompli leur devoir, elle a dit qu'ils le paieraient intégralement. Madame Ya a déclaré que seul l'appareil à l'intérieur du temple de la vallée peut lire le message à l'intérieur du masque car il est lié à leur destin depuis de nombreuses générations. Madame Ya a suggéré d'envoyer la fille Ziyue au temple, elle lui a demandé de choisir le guerrier le plus fort du village pour l'accompagner. Hui Tongxi se demandait si Benmu risquait vraiment sa vie juste pour transmettre un message ici.
La jeune fille a répondu que son frère Qin Shui et Bemu seraient avec elle. Hui Tongxi a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de l'entraîner dans leur mission. Et soudain, à ce moment-là, le gardien de la porte est entré et a dit que tout allait très mal et que les ennemis étaient déjà très proches. Le gardien de la porte a dit qu'il s'agissait du gang de Lion Mountain et que tous les membres du gang s'y rendaient et qu'ils avaient de très mauvaises intentions. Madame Ya et le chef se souvenaient qu'il s'agissait de marchands d'esclaves des terres frontalières, mais ils se demandaient ce qu'ils avaient oublié ici. Hui Tongxi a dit qu'il lui semblait avoir déjà entendu ce nom quelque part. Zye a répondu que ce sont les personnes avec qui il a fini hier. Frère Yang a ordonné au gardien de la porte d'avertir tous les agriculteurs à l'extérieur des murs et leur a dit de fermer la porte. Qin Shui a ordonné à Tao Zye de retrouver ses guerriers, de se préparer à la défense et d'empêcher les ennemis de s'approcher d'eux. Et puis soudain, Hui Tongxi s'est souvenu d'eux et a demandé à tout le monde de ne pas paniquer et a dit qu'ils étaient tous des faibles. Sibor a dit qu'il était suffisant pour tous les terminer, mais soudain, à ce moment-là, sa batterie s'est épuisée et il est tombé au sol. Qin Shui s'est approché de lui et lui a demandé qui est le faible maintenant. Elle a dit à tout le monde de prendre ses armes et de se préparer à combattre ce gang. Les habitants de la ville ont déclaré que les ennemis avançaient du nord et qu'ils étaient une centaine. Qin Shui a ordonné à tout le monde de renforcer les murs. Et puis l'un des cyborgs a demandé à son homme s'il disait vraiment que ce cyborg en noir était dans ce village. Le subordonné a dit au patron qu'il ne pouvait y avoir aucune erreur car la fille qu'ils avaient attrapée venait de ces endroits. Il a dit que le cyborg en noir avait dépensé toute son énergie pour sauver la jeune fille et s'était ensuite évanoui. Il a vu comment elle l'a traînée jusqu'à ce village. Le chef de Lion Mountain, Xin Shushan, a déclaré « Qui aurait pensé qu'un cyborg sauverait un hybride ?» Le patron a déclaré que ces derniers temps, il était devenu de plus en plus difficile d'échanger des hybrides, et après cela, il a ordonné à ses cyborgs de commettre un massacre. Le patron a dit que les personnes âgées et infirmes devraient être traitées immédiatement et que tous les autres devraient être capturés pour devenir esclaves. Et puis les cyborgs sont passés à l'attaque. Le garde du village a ordonné de préparer la porte principale car les cyborgs avaient un rat morne. Les habitants ont eu du mal à tenir le portail et ont ensuite déclaré qu'à ce rythme-là, il ne tiendrait pas longtemps et que le portail se briserait. Tao Zye a ordonné à toutes les personnes âgées et aux enfants de s'y rendre et de se réfugier dans la maison de l'herboriste. La femme a dit qu'il y avait beaucoup d'ennemis derrière le mur. Il a dit au gardien que ce serait plus facile pour eux si Maître Ming Shen YQ était là. Et puis soudain, Qin Shui a sauté par-dessus le mur directement vers les ennemis. Il a dit qu'il aimait quand tout le monde respectait ses règles. Il a dit que si Maître Ming Shen avait été là, il aurait certainement attaqué le chef cyborg sans hésitation. Il a décidé qu'il devrait le faire aussi. Mais soudain, son coup fut repoussé par l'un des cyborgs et dit à Qin Shui qu'il semblait qu'il s'était trompé d'adversaire. C'était le combattant de la montagne du lion, Fa Tiao. Fa Tiao a dit qu'il jouerait peut-être avec lui. Le patron a dit que Qin Shui pouvait être vendu à un bon prix et a demandé à son combattant de ne pas en faire trop. Qin Shui a dit que plus il y avait de cyborgs, mieux c'était. Il répondit au cyborg qu'il comprendrait très vite qu'il était le seul à se tromper ici. Pendant ce temps, la femme a dit que la porte ne durerait pas longtemps. Le gardien de la porte a dit que nous devions trouver un moyen de détruire la baguette. Et puis soudain, le gardien de la porte, Shanju, a sauté par-dessus le mur directement sur la baguette et l'a frappé au visage de toutes ses forces. Pendant ce temps, une bataille acharnée avait lieu entre Qin Shui et le cyborg Fa Tiao. Cyborg a dit qu'il s'ennuyait déjà. Mais Qin Shui n'a pas prêté attention au cyborg et lui a demandé ce qu'il avait dit. Le cyborg répondit à l'hybride et lui demanda de ne pas le mépriser. Le cyborg Fa Tiao a frappé Qin Shui avec une telle force qu'il a volé sur le côté. Le cyborg a déclaré qu'après une rotation complète de son ressort, sa force doublait. Le cyborg croyait que le corps hybride de Qin Shui souffrait terriblement après avoir retenu ses coups. Fa Tiao a déclaré que même s'ils étaient de races différentes, ils étaient des hybrides nés avec une nature animale. Cependant, ils étaient limités par leur corps. Même si le changement mécanique avait un prix énorme, il permettait d'utiliser la carrosserie au maximum. Fa Tiao a continué à attaquer l'hybride et a demandé s'il n'avait pas encore réalisé que le pouvoir des cyborgs réside dans leur force inébranlable. Fa Tiao a déclaré qu'il semblait que l'hybride ne pouvait plus résister à ses coups. Il a dit qu'il lui donnerait le droit de choisir. Fa Tiao a déclaré qu'hier, un cyborg avait tué 4 de ses hommes et que maintenant il se cachait dans leur village. Fa Tiao a demandé de leur donner ce cyborg et il a promis que pour cela il ferait de Qin Shui un gladiateur de haut niveau. Qin Shui a demandé de quoi il parlait vraiment à propos d'un cyborg en noir et a dit que c'était une coïncidence incroyable parce qu'il n'aimait pas non plus ce type. Fa Tiao a déclaré que l'hybride était assez franc et a ajouté qu'il leur serait facile de trouver un langage commun et qu'à l'avenir, ils pourraient s'unir. Qin Shui a demandé si Fa Tiao voulait qu'il leur donne le cyborg. Fa Tiao était d'accord. Qin Shui a finalement dit que dans ce cas, il devrait l'achever. Pendant ce temps, l'un des subordonnés est venu voir le patron et lui a dit qu'avec un assaut aussi puissant, il lui semblait que la capture ne serait pas rentable. Il a dit que cette foule d'hybrides a un avantage sur le terrain et que s'ils franchissent la porte pendant une longue période, ils pourraient subir des pertes. Zye a demandé à tout le monde de se calmer et a déclaré que les guerres repoussaient déjà l'ennemi. Elle a déclaré que des réserves de nourriture et d'eau avaient déjà été préparées.
Elder Yang a déclaré que le masque perdu avait finalement été restitué, mais que les cyborgs ont ensuite trouvé l'entrée de leur village. Il pensait que les cyborgs étaient vraiment venus pour le masque. Yang réalisa que ce masque était la clé pour libérer les esprits animaux de l'oppression des cyborgs. La jeune fille pensait que son frère Ming Shen avait déployé tant d'efforts pour obtenir ce masque et qu'il ne pouvait donc pas être remis entre les mains des cyborgs. Madame Ya a dit que Bennu était avec eux, ce qui signifiait qu'il traverserait ces problèmes calmement et n'aurait rien à craindre. Tao Ziyue s'est immédiatement souvenu de Bennu, à cause de sa panique, elle l'a complètement oublié, mais Bennu s'est évanoui sans énergie. Le gardien de la porte ordonna à ses guerriers de ne pas permettre aux ennemis de s'approcher du village, il a dit que heureusement le portail était intact. Et en plus, le gardien de la porte a détruit la baguette, il a déclaré que le village était désormais sûr et a ordonné à tout le monde de faire la queue. Pendant ce temps, le cyborg Fa Tiao s'est battu avec Qin Shui. Fan Tiao a dit qu'il risquait sa vie pour un cyborg et que cela en valait vraiment la peine. Fa Tiao a dit que ce cyborg avait fait semblant de prendre leur parti et lui a demandé s'il connaissait les raisons pour lesquelles il avait fait cela. Fa Tiao a dit que cet hybride ne sait rien du tout et croyait-il vraiment que différentes races sont capables de parvenir à une compréhension complète? Qin Shui a répondu qu'il ne voulait pas comprendre ce type et que son caractère, ses raisons et son passé ne l'intéressaient pas et a dit qu'il ne voulait tout simplement pas le leur donner. Tous les cyborgs ont commencé à battre en retraite et le patron a dit à son subordonné qu'il n'avait pas dit que ces dernières années, cette génération d'hybrides était devenue si faible et incapable de se battre en tant qu'agriculteur. Le patron a demandé aux cyborgs s'ils comprenaient les dégâts que causeraient de fausses informations. Le patron a déclaré qu'il était un homme d'affaires et qu'il prenait ses dépenses au sérieux. Il a demandé s'il avait besoin de choses qui lui avaient causé des pertes et a déclaré qu'il ne pardonnait pas de telles erreurs. Et puis soudain, l'animal de compagnie du patron s'est approché de son subordonné, c'était l'ancien chef de Lion Mountain au dernier stade de la maladie mécanique Laoya. Le patron a dit à son animal que la nourriture était servie et que son déjeuner était prêt, le subordonné a supplié pour qu'on lui laisse la vie, mais le patron s'en fichait. Et puis son soldat Guzua s'est approché du patron et lui a dit que lorsque leurs gars ont concentré l'attention des hybrides à l'entrée principale, Guzua s'est faufilé discrètement dans le village et y a dispersé des centaines de bombes électriques pendant que tous les hybrides étaient occupés à se défendre. Le patron a dit que Guzua avait fait du bon travail, il a dit que les préparatifs étaient terminés et qu'il était temps de récupérer les marchandises. Et puis le patron a pris une bombe électrique et l'a lancée vers le village, et lorsque le cyborg l'a activée, une explosion géante a immédiatement tonné. Le patron a déclaré qu'une seule de ces bombes suffisait à raser tout le village, il a dit qu'il dépensait beaucoup d'argent pour obtenir de telles choses. Il a dit que son peuple avait lancé une centaine de ces bombes dans tous les coins du village et qu'en si peu de temps les hybrides n'avaient pas pu s'en débarrasser. Le patron a dit à Qin Shui qu'il avait une offre lucrative pour eux, il leur a ordonné de se rendre et à tout le monde de quitter le village. Le patron des cyborgs leur a ordonné de devenir ses biens et il a déclaré qu'il garantissait qu'aucun d'entre eux ne mourrait jusqu'à ce qu'ils soient vendus. Finalement, le patron a dit que si les hybrides continuent de résister, il raserait cet endroit. Qin Shui a dit au patron qu'il était trop bavard et a commencé à l'approcher rapidement et a dit qu'il serait plus facile de l'achever. Et puis soudain, Fa Tiao l'a attaqué derrière Qin Shui et le cyborg a dit qu'il était son véritable adversaire. Et puis le patron cyborg a dit à Fa Tiao qu'il avait maintenant changé d'avis et lui a ordonné de mettre fin à l'hybride Qin Shui. Fa Tiao a commencé à achever l'hybride et, en plus, le combattant de la montagne du Lion Zongtu l'a rejoint et lui a porté un coup dévastateur. Et puis, tout à coup, Frère Yang s'est adressé aux cyborgs et leur a dit qu'il était venu vers eux pour négocier au nom des esprits animaux. L'aîné a déclaré qu'ils étaient prêts à donner 70% de la nourriture et des biens et qu'ils laisseraient le reste pour l'hiver. L'aîné a dit que s'ils étaient vraiment des hommes d'affaires, ils auraient dû comprendre que c'était plus rentable que de prendre des risques et de les combattre. Mais tout à coup, le patron a tiré sur l'aîné et lui a demandé qui avait autorisé le produit à poser des conditions à son vendeur. Le patron a déclaré que les bombes exploseraient dans 5 minutes et a ajouté qu'ils pouvaient quitter le village où ils restaient et que le choix leur appartenait. Et puis Tao Ziyue est venu vers eux et leur a dit qu'elle seule pouvait être échangée en toute sécurité contre la liberté de tous les autres résidents. Les gardes ont demandé à la jeune fille de revenir et lui ont dit que Maître Min Shen ne serait pas satisfait de sa décision. La jeune fille a déclaré que le nombre de ses récompenses aurait dû être suffisant pour payer tout le village et a ajouté que s'il les faisait exploser, il ne recevrait pas un centime. Le patron du cyborg a déclaré qu'il ne comprenait pas très bien de quelle récompense elle parlait, et puis elle a répondu qu'elle faisait partie des 8 blancs. Le patron a déclaré que pendant des centaines d'années, les cyborgs étaient plus forts que les hybrides, cependant, ils ne se sont pas trop rapprochés de leur terre. Le patron du cyborg a déclaré qu'il n'y avait qu'une seule raison à cela, il regarda la fille et dit que le monde entier avait peur de 8 hybrides de combat. Il a déclaré qu'au cours de plusieurs centaines d'années, les cyborgs ont organisé 3 voyages d'esprits animaux vers les terres du sud et qu'ils se sont tous soldés par un échec à cause de 8 guerriers hybrides. Le patron a dit que le 8 blanc avait des pouvoirs divins et que cette légende était connue de tous les cyborgs. Mais le patron a dit qu'il était difficile de se connecter avec les histoires décrites et a soudainement attrapé Tao Ziyue à la gorge. Le patron a dit que si elle faisait partie des 8 blancs,
elle pourrait facilement les éliminer tous et a demandé à la fille de leur démontrer sa force. La fille a répondu qu'elle en avait assez et tout à coup, des tiges d'arbres ont poussé de ses mains et elle a attaché le patron cyborg. Après cela, ZYE a renversé le panneau de contrôle de la bombe qui se trouvait dans la main de l'un des cyborgs. Le cyborg a dit à la jeune fille que même si la télécommande était endommagée, le rapport ne s'arrêterait toujours pas, mais ensuite la fille a attrapé la télécommande et l'a lancée sur Qin Shi. Mais soudain, l'un des cyborgs intercepta la télécommande et la lança vers le patron, mais soudain, cette télécommande a été récupérée par Shui Tongshi. Tous les villageois étaient heureux de voir M. Bennu et ont dit qu'il leur avait fait très peur il y a quelque temps. Mais soudain, Shui Tongshi a donné cette télécommande au patron cyborg et lui a demandé de l'accepter comme un cadeau de sa part. Tous les villageois étaient choqués et perplexes face à l'acte de Bennu, ils ne savaient pas ce qu'il faisait, et Qin Shi l'a traité de salaud. Le patron a déclaré qu'il pensait qu'il s'agissait du même cyborg en noir qui avait tué ses subordonnés. Il a dit à Shui Tongshi qu'il pensait vraiment qu'après cela, il le laisserait partir. Shui Tongshi a répondu qu'il était aussi un homme d'affaires et que si le prix était raisonnable, il pourrait attraper tous les hybrides. Shui Tongshi a déclaré avoir découvert où les marchandises et la nourriture étaient stockées. Il a dit que cette information est incluse comme cadeau. Le gars a demandé aux cyborgs de retirer la moitié de leur batterie et a dit qu'il pourrait considérer cela comme une petite réduction. Et puis Shui Tongshi a dit au patron qu'il était drôlé, en regardant la télécommande, a dit qu'après l'explosion, cela deviendrait encore plus amusant. Le patron a demandé au gars ce qu'il faisait. Après tout, les bombes énergétiques n'étaient utilisées que pour intimider les habitants et elles coûtaient très cher. J'ai demandé au gars de lui donner la télécommande. Mais soudain, Shui Tongshi a dit merci beaucoup pour l'accueil chaleureux et a immédiatement appuyé sur le bouton pour activer les bombes. Et puis soudain, une énorme explosion a tonné à l'intérieur du cyborg Shui Tongshi. Il était plein d'énergie et remerciait les cyborgs de lui avoir apporté des cadeaux. C'était une sensation agréable et Shui Tongshi a dit à la fille ZYE qu'il considérerait cette friandise comme une avance de leur village. Le gars a demandé à la fille de lui dire ce qu'elle voulait qu'il fasse. Il a dit qu'elle pouvait lui dire quoi faire et qu'il les aiderait. La jeune fille lui a demandé de protéger le village, d'achever tous les cyborgs et d'éviter que quiconque ne soit blessé, et elle lui a également demandé de rester indemne. Shui Tongshi a répondu qu'il la comprenait et a dit au patron cyborg qu'aujourd'hui n'était pas son jour et a ajouté que son chargeur était rarement plein, et finalement il a dit que maintenant ils en profiteraient au maximum. La fille pensait à ce qui s'était passé maintenant. Il lui sembla que Bennu avait explosé de l'intérieur et que le village n'avait même pas été endommagé. Le patron a demandé au gars comment il avait fait et où il avait mis ses bombes. Shui Tongshi a répondu que son nez est assez sensible à l'énergie. Il a dit qu'il avait très faim lorsqu'il a soudainement senti tant de choses délicieuses. Il a navigué par l'odorat et les a mangées. Shui Tongshi a dit au patron que ses bombes étaient vraiment savoureuses et lui a demandé s'il pouvait les lui rapporter à nouveau. Le patron s'est mis en colère et a ordonné d'achever ce cyborg. Et puis l'un des cyborgs a voulu l'attaquer par derrière, mais il l'a soudainement attrapé et a enfoncé ce cyborg dans le sol. Après cela, le deuxième cyborg commença à attaquer Shui Tongshi, mais il sortit son épée et arracha la main du cyborg. Cyborg a dit que c'était inutile et que peu importe combien il coupait, son joint de rechange pouvait se régénérer des dizaines de fois. Cyborg a dit que la lame était inutile contre lui. Shui Tongshi a déclaré que c'était la première fois qu'il rencontrait un adversaire aussi idiot qui lui expliquait sa stratégie. Utilisant le magnétisme, il transforma sa lame en marteau et frappa ce cyborg de toutes ses forces et le brisa en morceaux. Après cela, Shui Tongshi a regardé le troisième cyborg Fatiao et s'est rendu compte que la tête de ce type n'était toujours pas mécanisée et était composée de sang et de chair. C'était sa faiblesse. Mais ensuite Qin Shi est venu à son aide et a donné un coup de pied à ce cyborg de toutes ses forces et a dit qu'il devrait être l'adversaire de ce type. Et puis la gardienne a dit que le danger était passé et qu'il devrait profiter de cette situation et attaquer les cyborgs. Pendant ce temps, la fille ZYE s'est approchée du chef et lui a demandé de tenir un moment et lui a dit qu'elle l'enverrait immédiatement chez Madame Ya pour soigner ses blessures. Le chef a répondu à Tao ZYE et a dit qu'il avait l'impression que la vie quittait son corps mortel et a demandé à l'écouter attentivement. Mais ensuite les villageois sont venus voir l'aîné Yang et lui ont dit qu'ils pouvaient toujours l'aider. Ils ont dit à l'aîné que la balle ne l'avait touché qu'à l'épaule. Shui Tongshi et Qin Shi se tenaient côte à côte. Shui Tongshi a dit qu'il m'avait demandé de l'aide et lui avait demandé de rentrer chez lui. Qin Shi a demandé qu'il ait vraiment oublié qu'il lui avait dit qu'il le surveillerait. Le gars a répondu qu'il se souvient de tout. Shui Tongshi s'est tenu face à face avec l'animal de compagnie du patron et a dit à Qin Shi que s'il mourait, il n'avait rien à voir avec cela. Qin Shi s'est tenu face à face avec Fatiao et a dit à Shui Tongshi qu'il le surveillait de près, et lui a demandé de ne pas faire l'imbécile à un moment crucial. Et puis Fatiao a commencé à attaquer Qin Shi et lui a demandé s'il n'avait pas clairement indiqué que les esprits animaux ne sont pas des rivaux des cyborgs. Le patron a dit au gars que, pour être honnête, lorsqu'il a entendu parler à la frontière des 8 samouraïs de la falaise sombre, il a même été un peu surpris. Le patron a ajouté que, cependant, des informations antérieures lui étaient parvenues selon lesquelles deux traîtres, Bennu et Shui Tongshi, avaient quitté ce groupe et il lui a demandé s'il était l'un d'entre eux.
Le patron a dit que ce n'était pas si important car il était sûr que les 6 autres sur 8 cherchaient déjà ce gars partout dans le monde et c'est pour cela qu'il est arrivé dans un endroit si éloigné. Le patron a dit qu'il leur remettrait le gars et qu'en échange il recevrait beaucoup d'argent, ce serait une bonne affaire pour lui. Hui Tongxi, après avoir entendu tout cela, a répondu que le patron avait clairement une fausse idée de la force des 8. Le patron répondit que bien sûr que non, car ce groupe de tueurs était le plus puissant du monde des cyborgs, mais il a dit que c'était son territoire. Le patron a déclaré que Lyon Mountain est un énorme bloc commercial créé par lui et son frère, et un seul mot de sa part lui suffirait pour qu'il ne puisse jamais dormir paisiblement. Le patron a dit que le gars ressentirait maintenant le pouvoir du premier combattant frontalier et ressentirait le pouvoir de ses crocs, puis cette bête a attaqué le gars. Mais soudain, Hui Tongxi a brisé ce monstre en morceaux d'un seul coup et n'a même ressenti aucune résistance. Et puis Hui Tongxi a attrapé le chef cyborg par le cerveau et lui a dit qu'il semblait ne pas comprendre à qui il avait affaire et qu'il l'avait sous-estimé. Pendant ce temps, le massacre entre Qin Shi et Fa Tiao avait lieu. Fa Tiao était assis et ne comprenait pas pourquoi il se fatiguait si vite. Après tout, cet hybride ne faisait que se défendre, mais il avait plus qu'assez d'énergie et il avait l'air frais. Fa Tiao pensait que la force du ressort était sur le point de s'arrêter et il a donc dit qu'il finirait tout rapidement mais il est soudainement tombé au sol. Fa Tiao ne comprenait pas ce qui lui arrivait et pourquoi il pouvait à peine respirer, il ne sentait presque plus son corps, et puis Qin Shi s'est approché de lui et lui a dit que c'est ainsi que fonctionne le poison. Il a déclaré que le cyborg avait déjà été blessé par une pointe osseuse, en apparence, ce n'était qu'une petite égratignure et le cyborg n'y prêta même pas attention. Il a dit que le poison des épines provoquait une paralysie de tout le corps et en particulier du système respiratoire, et comme il était un cyborg, le processus durait plus lentement. Qin Shi a déclaré que le cyborg avait perdu même lorsque la pointe osseuse l'avait touché. Qin Shi a lentement enlevé ses vêtements. Il a dit qu'il était désolé d'avoir passé autant de temps avec lui à écouter ses exclamations incompréhensibles sur la grandeur des cyborgs. Qin Shi a déclaré qu'il permettrait aux soldats de Baghrad de voir comment les esprits animaux se battent et apparaîtraient devant le cyborg sous la forme achevée d'un poisson-lion. Et puis Fa Tiao s'est levé et a voulu attaquer Qin Shi. Qin Shi a déclaré que parfois, il lui semble que les formes de vie supérieures n'ont pas la perception de soi de la peur, puis il en a fini avec le cyborg une fois pour toutes. Le patron a dit à Hui Tongxi que la violence ne pouvait rien résoudre et il a juré qu'il ne ferait pas un pas de plus vers ce village. Le gars a demandé à Zye quoi faire de ce cyborg. Le patron a dit à la fille qu'ils étaient simplement obligés de vivre ainsi et a dit qu'à partir de maintenant, ils changeraient définitivement. Mais soudain, le patron a tiré la langue et une longue lance aiguisée est apparue de là et a dit à tout le monde qu'il n'était qu'une bande d'ordures. Mais Hui Tongxi a esquivé et lui a arraché la langue. Hui Tongxi a dit à la jeune fille qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce cyborg parce qu'il était aussi rusé. Mais le patron regarda la jeune fille et lui dit que sa mort ne leur serait d'aucune utilité et qu'il y avait beaucoup plus de cyborgs et d'esprits animaux captifs au siège de la place du lion. Il a dit que s'ils ne revenaient pas sains et saufs, ces petits animaux ne survivraient pas non plus, et il a dit à la jeune fille qu'elle était assez intelligente pour réfléchir sérieusement. Zye s'est approché de Qin Shi et lui a demandé s'il allait bien, il a répondu que tout allait bien pour lui et qu'il avait presque récupéré. La fille a dit au cyborg de repartir, mais Hui Tongxi lui a demandé à quoi elle pensait et a dit que ce type reviendrait certainement pour se venger d'eux. Mais la jeune fille a répondu que ce qu'il avait dit était la pure vérité et que si les habitants de la montagne du lion ne revenaient pas, le marché aux esclaves serait dans le chaos. Zye leur a demandé de revenir et de libérer tous les esprits animaux qu'ils avaient capturés, elle a également demandé qu'ils ne pensent même plus à entrer sur leur terre. Le patron a répondu qu'il avait tout compris et a dit que les affaires sont une question d'honneur et que la fille peut être calme car il tiendra sa promesse. Mais Hui Tongxi a dit qu'il était contre cela parce que ce type le connaissait et savait où il se trouvait et s'il n'éloignait pas le témoin, la nouvelle se répandrait dans le monde entier et il appellerait ses pions. Et puis la fille Zye a regardé le gars de près et lui a demandé s'il s'opposait vraiment à la décision de l'employeur. Hui Tongxi a répondu qu'il la comprenait mais lui a demandé de se rappeler que sa gentillesse se retournerait contre eux un jour. La fille a finalement dit au patron qu'elle attendrait le moment où il libérerait les esprits animaux, s'il ne le faisait pas, alors elle prendrait le 8 blanc et il le retrouverait. Le patron a dit qu'il avait tout compris et qu'il n'avait pas à s'inquiéter et a dit que tout se passerait de la meilleure façon possible et s'est enfui de là. Le lendemain, Madame Y a déclaré que la nouvelle selon laquelle un membre des 8 sombres était sous protection pourrait très vite se répandre dans le monde des cyborgs. Elle a ajouté que bientôt les ennemis se rendraient compte qu'ils avaient le masque et qu'ils devaient donc immédiatement assembler le 8 blanc pour se défendre contre les attaques de cyborgs. De nombreux résidents ont dit que Maître Ming Shen n'était plus avec eux et comment pouvaient-ils contacter les autres? Et puis l'aîné a dit qu'il y a des milliers d'années, la civilisation de l'humanité, les ancêtres communs des esprits animaux et des cyborgs, a été détruite par 2 géants, dont l'un était une divinité blanche. Le chef a déclaré que son emplacement était caché dans le masque et que personne ne savait comment et pourquoi ces géants sont apparus, mais l'humanité a reçu des capacités similaires à leur pouvoir. La divinité blanche avait le pouvoir de revenir et on disait que les choses proches de lui retournaient à leur état d'origine, et selon la légende,
leurs capacités animales leur auraient également été accordées. Et la divinité sombre avait le pouvoir de progresser, cela a apporté le chaos et ceux qui existaient à proximité ont commencé à évoluer sans fin et ceux qui ont survécu ont reçu le pouvoir, c'est ainsi que les cyborgs sont apparus. Après la fin du monde, les deux géants ont commencé à parcourir le monde et finalement chacun s'est arrêté à des endroits différents et s'est endormi pendant des milliers d'années. Et la seule façon de découvrir l'emplacement des géants était d'utiliser les deux masques, car ce sont eux qui stockaient les informations sur l'endroit où se trouvaient les géants. Les deux masques se trouvaient quelque part sur les terres des esprits animaux et des cyborgs. Les cyborgs utilisèrent leurs masques et trouvèrent la sombre divinité, ils commencèrent à l'adorer et en retour il accéléra leur développement et ils construisirent une immense ville autour de lui. Il y a des centaines d'années, les cyborgs se sont lancés dans une campagne vers le sud, bien que tout se soit soldé par un échec, ils ont pris le masque des esprits animaux. L'aîné a dit aux habitants qu'ils allaient maintenant lui demander pourquoi les esprits animaux n'avaient pas trouvé le géant alors qu'ils avaient le masque. Et puis les villageois ont dit à l'aîné qu'il avait déjà expliqué cela 100 fois et ont dit qu'alors il ne pourrait pas trouver le temple 0. L'aîné a ajouté que seul le mécanisme situé dans le temple était capable de déchiffrer les informations du masque. Lorsque les cyborgs prirent le masque, ils ne savaient pas où se trouvait ce temple, et après un peu plus de 100 ans, leurs ancêtres trouvèrent enfin le temple. La fille Taozi YE a continué et a dit que cet endroit s'appelait la porte des esprits animaux, le village de Wind Valley était construit à proximité et attendait le moment où le masque retomberait entre leurs mains. Mais maintenant, ils possédaient à la fois le masque et le temple pour pouvoir accomplir la mission de leur peuple, trouver la divinité blanche et utiliser ses pouvoirs pour restaurer le monde. La fille YE a dit qu'ils étaient là et a dit que devant eux se trouvait le temple 0, Hui Tongshi pensait que c'était vraiment l'endroit décrit par Bemu. Qin Shui a demandé au gars de faire attention et a dit que l'animal mythique qui gardait ce temple était incroyablement fort. Et puis soudain, un animal a sauté hors de la temple et a frappé Hui Tongshi en plein ventre. Qin Shui a dit que l'ambiance s'est améliorée. La jeune fille a serré l'animal dans ses bras et lui a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, et Hui Tongshi a demandé à Qin Shui de le laisser partir et a dit qu'il tuerait cette bête. Qin Shui a dit qu'avant, elle était aussi un esprit animal et qu'elle avait grandi avec eux, elle était aussi leur allié. Il a dit que Xiaoqi était à l'origine une guerrière du village, mais que quelques années plus tôt, afin de repousser une attaque, elle est allée trop loin avec ses capacités et s'est finalement complètement transformée en bête. Hui Tongshi pensait que la même chose arrivait aux cyborgs s'ils utilisaient la force de manière excessive et que le processus de mutation ne faisait que s'accélérer. Ils entrèrent tous ensemble dans le temple et Hui Tongshi leur demanda dans quelle mesure ils connaissaient ce temple. La fille a répondu qu'il l'avait découvert il y a 100 ans, je n'ai pas protégé ce temple génération après génération des cyborgs. Hui Tongshi a vu l'écriture sur les murs et a demandé ce qui y était écrit, la jeune fille a dit qu'il y a des milliers d'années, l'humanité utilisait ces lettres. Le gars a demandé si cet endroit avait vraiment été créé par des gens, la jeune fille a dit que c'était les restes d'une ancienne civilisation. ZYE a déclaré qu'au total 4 de ces temples ont été trouvés sur le territoire des esprits animaux et que chacun d'eux était gardé par 2 des 8 blancs. Hui Tongshi a demandé si la jeune fille et son frère Minchen étaient responsables de cet endroit, il a dit qu'il ressemblait à des mauviettes et a demandé s'il méritait vraiment d'être inclus dans les 8 blancs. Qin Shui a répondu que la capacité de ZYE était unique, seulement qu'elle était inutilisable au combat et a dit que Maître Minchen pouvait l'achever les yeux fermés. Et puis la fille ZYE a dit aux gars qu'ils étaient là et a dit que c'était le cœur du temple, qui était la salle de lecture. Hui Tongshi a dit que cette chose les aiderait vraiment, et il a ajouté qu'il semble que tout soit simple et, pour autant qu'ils se souviennent, l'élu doit mettre un masque et poser sa main sur le panneau avec des empreintes. Eh bien, le gars n'a pas réussi, puis une fille est venue vers lui et lui a demandé de la laisser essayer. Hui Tongshi pensait qu'il n'était vraiment pas le personnage principal de cette histoire, il lui a donné un masque et lui a dit de l'essayer. La jeune fille a dit que ce masque avait une fonction de reconnaissance et qu'il était lié au temple et qu'en fait, elle cherchait juste le propriétaire. Et lorsque la jeune fille a baissé la main, l'appareil l'a immédiatement reconnu, Hui Tongshi fut surpris et demanda qui était cette fille. Qin Shui a répondu qu'il lui avait déjà dit auparavant que la raison pour laquelle la fille était dans le 8 blanc était parce que sa force était unique. Et puis soudain, la jeune fille fut attirée dans ce cœur du temple, Hui Tongshi a demandé si c'était normal et Qin Shui a répondu qu'il ne le savait pas lui-même. Pendant ce temps, Hui Tongshi a déclaré qu'une demi-heure s'était déjà écoulée et que l'information n'avait pas été reçue, il a demandé si elle était encore en vie. Qin Shui a répondu que le gars pouvait retourner au village et se coucher, et lui seul suffisait ici. Hui Tongshi a répondu qu'il avait trop dormi ces derniers temps et a déclaré qu'il y avait beaucoup de faits auxquels lui seul ne pouvait pas faire face. Et puis Qin Shui a dit à Hui Tongshi qu'il était un cyborg et qu'il avait donc ses propres jugements et lui a demandé pourquoi il avait aidé les esprits des animaux. Et Qin Shui a ajouté que comme il l'a dit plus tôt, il garderait un œil sur lui, mais en attendant, il pourrait se faire entièrement confiance. Après cette conversation, Hui Tongshi a commencé à se souvenir de ce qui s'était passé il y a 1 an, il s'est tenu avec son ami et lui a demandé s'il était accusé. Hui Tongshi a répondu qu'il avait plus qu'assez d'énergie et a remercié son ami de l'avoir aidé à se ressourcer.
Shui Tongshi a dit qu'il avait toujours su que le vieil homme les avait assignés au même groupe en raison de leur amitié, il ne pouvait même pas imaginer ce qui lui serait arrivé sans son chargeur autonome. Bemu a répondu à son ami, n'est-ce pas parce qu'il dépense 2 fois plus d'énergie que les autres? Shui Tongshi a répondu que ce n'était pas facile pour lui non plus, car il était presque entièrement mécanisé, donc il ne pouvait pas reconstituer son énergie comme les autres. Il a dit qu'il n'avait pas autant de chance que Bemu, qui avait une bobine électrique à l'intérieur qui générait automatiquement de l'énergie. Bemu a déclaré que le moment était venu et a demandé à son ami de répéter la mission, leur tâche était d'achever tous les ennemis dans le hall du bâtiment. Il y avait maintenant une réunion secrète des 3 chefs des grands clans meurtriers, là, ils discutèrent tous ensemble du déplacement du Huit Noir dans le monopole du monde des meurtriers. Là était assis le chef de la cuisine impériale, Uchu, surnommé le boucher, il a dit que tous les 3 devaient concentrer tous leurs efforts sur le Huit Noir et a ajouté que ces gars-là ont trop levé le nez. Le chef des bêtes des montagnes, Shan Xiao, surnommé la main rouge, a répondu que ces gens pitoyables avaient vraiment pris la majeure partie du marché entre leurs mains et qu'ils devaient le réparer. Le chef des mercenaires de la Lune Rouge, Onye, surnommé la jambe de l'ombre, a déclaré qu'il n'était pas intéressé par les affaires, il voulait seulement détruire de sa propre main Shui Tongshi, qui lui avait coupé la main. Shadow Leg a dit qu'il jouait à nouveau avec ce Huit Noir et a dit qu'il devait les trouver et tout à coup, à ce moment-là, Shui Tongshi a volé par la fenêtre. Shadow Leg a dit à Shui Tongshi qu'il ne s'attendait pas à les trouver lui-même, il a dit qu'il était temps de tout résoudre ici et maintenant. Shadow Leg et Shui Tongshi sont entrés dans un massacre et soudainement Shui Tongshi a coupé le bras mécanique de Onye. Le boucher a ordonné à tout le monde de tirer sur ce type, mais Shui Tongshi commença soudainement à esquiver les balles qui volaient sans cesse. Shui Tongshi a dit qu'il ne s'attendait pas à avoir des fans aussi bruyants, puis il a dit qu'il passerait au point culminant de ce spectacle. Shui Tongshi a dit que le nom du spectacle qu'il ferait est que la fête est terminée et qu'il court vers la main rouge. Shan Xiao a coupé le cyborg en 2. Shui Tongshi s'est approché du boucher Uchu et a demandé au gros trust ce qu'il dirait à la fin et a dit que s'il ne disait rien, alors il mettrait fin aux choses avec lui. Le boucher a dit que ça ne devrait pas être comme ça et a dit que les samouraïs avaient écrasé tout le marché et ignoré toutes les règles, mais il a demandé si le gars savait. Le boucher a dit que la ville était structurée différemment et qu'ils avaient leur propre ville avec leur propre système, et même s'ils étaient si cool, ils ne pouvaient pas ignorer les règles. Le boucher a demandé s'il pensait vraiment qu'il contrôlait le propriétaire et a soudainement sorti un pistolet et a tiré sur le gars. Le boucher fut surpris car les balles n'eurent aucun effet sur Shui Tongshi. Shui Tongshi a dit que le boucher parlait et l'a immédiatement achevé d'un seul coup. Et puis Bemu s'est approché de Shui Tongshi et lui a demandé qu'il semblait avoir fini. Shui Tongshi l'a remercié d'avoir arrêté la balle. Et puis Shui Tongshi a demandé à son ami d'attendre et lui a dit qu'il avait raté une cible, et puis il s'est approché de la fille cyborg. Bemu l'a arrêté et a dit que cette fille n'avait rien à voir avec le clan. Shui Tongshi a répondu que d'aussi loin qu'il se souvienne, le but était d'achever tous ceux qui étaient dans cette pièce. Bemu a répondu que le but était d'achever tous les ennemis. Shui Tongshi a déclaré que s'il n'achève pas tout le monde maintenant, cela leur causera des problèmes plus tard. Shui Tongshi a demandé à son ami comment il savait qu'elle n'était pas une ennemie et soudain, cette fille s'est levée et a voulu les attaquer. Shui Tongshi en a fini avec elle et a dit à son ami qu'il parlait. Shui Tongshi a dit à Bemu que la prochaine fois, il ne le laisserait pas se mettre en travers de son chemin. Bemu lui a demandé de l'essayer. Mais Shui Tongshi a serré son ami dans ses bras et lui a demandé de se calmer et lui a demandé s'il était en colère contre lui. Bemu a répondu que tout allait bien. Shui Tongshi a demandé à son ami où il les emmenait. Bemu a répondu qu'il ferait mieux d'aller dans des endroits familiers. Et puis il l'a conduit jusqu'à un haut mur sur le territoire des cyborgs. Shui Tongshi a dit que son ami avait vraiment une rancune contre lui et pourquoi le traînait-il toujours ici? Bemu a répondu qu'il lui était difficile d'oublier cet endroit car pour la première fois, il avait été roulé et battu très durement ici. Shui Tongshi a déclaré qu'il n'était pas en affaire à ce moment-là. Shui Tongshi commença son histoire et dit qu'il n'avait été accepté que récemment dans les 8 et que c'était sa première tâche. Il devait venir ici pour achever Bemu parce que la principale croyance des 8 était de ne pas se soucier de la pitié et des principes et d'achever sa cible. Bemu lui a alors dit qu'il avait pris la mauvaise personne et lui a dit qu'il n'était qu'un orphelin qui vivait dans une décharge et qu'il ne le connaissait même pas. Shui Tongshi a répondu que peu lui importait qui il était parce qu'on lui avait dit de l'achever, mais soudain, Bemu a tiré le tuyau métallique vers lui et l'a frappé de toutes ses forces. Shui Tongshi a dit à son ami qu'il avait alors découvert le contrôle du métal et l'avait assommé. Et le lendemain, il a appris que le patron l'avait invité à rejoindre les 8, ils les ont même mis dans la même équipe. Shui Tongshi a dit qu'ils avaient alors eu une journée difficile et qu'il avait toujours mal à la tête. Bemu a répondu que ce jour-là, il s'était cassé tous les os. Et puis Bemu a remis sa lame à Shui Tongshi, il a dit que cette lame s'appelle le bourreau. Shui Tongshi était heureux de recevoir un tel cadeau. Shui Tongshi a demandé à son ami pourquoi la lame était qualifiée de bourreau. Bemu a dit que s'il prenait la vie de gens, il devait y avoir au moins une raison.
Bému a dit qu'ils étaient dans les 8 depuis très longtemps et qu'ils ne savaient pas pourquoi ils avaient tué tout le monde sans raison. Il a dit que ce sont les chiens fidèles du patron. Shui Tongshi a demandé si cela ne leur rendait pas la vie plus facile parce qu'ils ne se souciaient pas de la vie des autres. Bému a dit que lorsqu'Shui Tongshi a été envoyé pour sa première mission, a-t-il réfléchi à la raison pour laquelle il avait été envoyé pour tuer Bému, et il a demandé s'il ne se souciait vraiment pas de sa vie. Bému a dit que cette épée avait été lancée à partir de ses côtes cassées. Shui Tongshi a demandé qu'il n'était pas content que grâce à lui sa taille soit devenue fine. Bému a déclaré que son squelette était mécanisé ainsi que ses capacités. Il a dit à Shui Tongshi qu'il pouvait tuer n'importe qui avec cette épée. Mais avant cela, Bému a demandé à Shui Tongshi d'écouter son histoire et après son histoire d'en trouver les raisons. Après cette conversation, ils arrivèrent à leur base, et puis quelqu'un a dit aux gars qu'ils étaient un peu en retard. C'était un membre du 8 samouraïs liens. Il a dit qu'il n'avait dû expulser que 3 personnes et que cela leur avait vraiment pris toute la journée. Il a dit qu'il ruinait la réputation de leur groupe. Et puis un autre membre des 8 samouraïs, Shui Fulo, a dit au petit Shui Tongshi qu'il devrait prendre sa charmante petite sœur comme partenaire. Lien a ajouté qu'elle venait de tomber amoureuse de ce type. Et puis un autre représentant des 8 samouraïs, Yingonz, répondit à Fulio que leur couple était si fort et qu'ils ne pouvaient en aucun cas être séparés. Et puis un énorme et puissant représentant des 8 samouraïs, Nilo, est apparu devant eux et a simplement regardé leur conversation avec intérêt. Mais soudain, quelqu'un a dit à Shui Tongshi qu'il devrait faire plus attention à elle et elle a soudainement sauté sur le gars par derrière. C'était la petite sœur Yang Liu. Shui Tongshi lui a demandé d'ouvrir la bouche, a regardé ses dents et lui a dit de ne pas enlever son appareil dentaire. Elle lui répondit qu'elle n'obéirait toujours qu'à son frère Shui. Et puis un homme mystérieux est apparu devant eux et les a remerciés pour leur patience. Il a demandé à chacun de dire comment il allait. Lien et Fulo ont déclaré avoir travaillé proprement et éliminé 6 gangs dans la partie nord de la ville. Yingonz a déclaré qu'elle et Niluo avaient éliminé une douzaine de marchands d'armes dans la partie ouest de la ville. Et Shui Tongshi a déclaré que la faction des 3 clans du sud ne les dérangerait plus. Bému a ajouté que tout cela était grâce à Shui Tongshi. Jin Shenyang, le patron des 8 samouraïs, s'est assis sur son trône et a demandé à Yang Liu comment s'était déroulée sa première tâche de remplacement. Yang Liu a dit qu'elle devait mettre fin à Guji, un ancien membre des 8 samouraïs, parce qu'il avait des secrets et qu'en plus, il avait secrètement négocié avec l'ennemi. La jeune fille Yang Liu a déclaré qu'elle avait démonté ce traître en pièces détachées et l'avait immédiatement brûlé dans un tonneau en feu. Shui Fuliu a écouté tout cela et a pensé que c'était vraiment le petit qui s'occupait si facilement de son ancien camarade Guji. Yingonz pensait que cette fille n'était qu'un substitut et qu'elle avait accompli une tâche si difficile et elle se demandait qui elle était. Shui Tongshi se souvenait de Guji, il aimait ce type et se demandait pourquoi il avait soudainement décidé de trahir leur patron. Le patron a dit que si tout était fini avec Guji, Yang Liu aurait dû prendre sa place et il a ajouté qu'elle était désormais un membre à part entière des 8 samouraïs. Le patron a ordonné à tout le monde de se disperser et de se rendre à leur point de communication et a demandé à chacun de récupérer la récompense et d'assumer de nouvelles tâches. Mais soudain, le patron a demandé à Shui Tongshi de rester 1 minute et lui a dit qu'il avait une tâche personnelle à lui confier. Shui Tongshi a demandé à Bému de l'attendre à leur place et a dit que dès qu'il recevrait la tâche, il l'approcherait immédiatement. Bému a marché dans une certaine direction et soudain Yang Liu lui a dit qu'elle pensait qu'il allait dans la mauvaise direction. Yang Liu a sauté sur Bému et lui a demandé s'il allait faire attendre son frère Shui Tongshi. Bému a dit qu'elle semblait en savoir beaucoup sur son frère Shui et lui a demandé si elle le considérait comme une 3e roue. Yang Liu a répondu que peut-être, mais ils étaient distribués par le patron, donc elle ne pouvait rien y faire. Bému a demandé pourquoi elle voulait faire partie de la même équipe que son frère Shui. Elle a répondu qu'il y avait beaucoup de raisons, mais qu'elle voulait surtout être avec lui parce qu'il était le seul sur 8 à ne pas cacher ses sentiments. Yang Liu a dit que tout est écrit sur son visage et que ce sont de vraies émotions. Bému a répondu qu'il partageait complètement son point de vue. Mais elle a ajouté que Frère Mu était un livre fermé pour elle parce qu'il se promenait toujours avec le même visage et qu'elle ne comprenait pas quand il était en colère. La jeune fille lui a demandé de rester à l'écart et elle le considérait comme une personne dangereuse. Bému a répondu qu'il ne savait pas qu'elle ne l'aimait pas. Yang Liu lui a demandé de ne pas impliquer son frère Shui dans cette affaire. Bému a répondu en lui demandant si elle pensait vraiment pouvoir l'achever. Bému lui a dit que Shui Tongshi choisirait son propre chemin et a finalement dit qu'il n'était pas son jouet pour le contrôler. Yang Liu a dit que ce serait mieux s'il mourait, mais elle a dit que cette fois, elle le laisserait partir parce qu'elle avait des problèmes plus graves. Bému s'est approché du mur et a pensé que s'il escaladait ce mur, il pourrait quitter cet endroit et se débarrasser des 8 avec leurs terribles tâches. Et puis Shui Tongshi s'est approché de lui et lui a dit qu'il l'attendait à leur place et que cette épée était liée à son pouvoir, alors il la lui a apportée. Bému lui a demandé s'il avait reçu une nouvelle tâche et quel était le niveau de difficulté de cette tâche. Shui Tongshi a déclaré que cette tâche présente le plus haut niveau de difficulté. Bému a demandé s'il devait vraiment détruire une armée ou une ville entière. Mais Shui Tongshi a répondu qu'il devait le détruire lui-même.
Bému a demandé s'il avait découvert la raison pour laquelle il devrait se débarrasser de lui, et a répondu qu'il s'en fichait. Bému lui a dit que c'était son style de ne pas poser de questions et de simplement accomplir des tâches. Il a ajouté que He avait l'air moche. Et puis soudain, Bému a invité Shui Tongshi à charger complètement sa batterie et lui a dit que sinon il serait capable de s'en sortir. Pendant ce temps, Shui Tongshi s'est assis et a chargé la batterie. Bému a dit que c'était presque l'aube et que sa batterie aurait dû être chargée maintenant. Shui Tongshi a suggéré d'agir et a demandé à Bému s'il était en colère contre lui. Bému a répondu qu'il était vraiment inquiet à ce sujet. Bému a dit qu'il savait que peu importe qui il était, une fois qu'il faisait partie des Black Eight, il devait rompre tous les liens et se débarrasser de ses émotions. Il a dit qu'il connaissait et depuis 1 million d'années, mais il a ajouté et demandé que lorsque le boss lui a confié une tâche aussi délicate, il aurait dû au moins être en colère. Après tout, Bému ne s'est jamais souvenu qu'il avait réussi à le vaincre, il a demandé de ne pas perdre de temps et d'en finir avec ça. Bému a demandé à Shui Tongshi de ne pas se tromper même s'ils étaient partenaires depuis tant d'années, et a répondu qu'il ne céderait pas. Et puis Bému a demandé à nouveau à son ami s'il voulait savoir pourquoi le patron voulait sa mort. Shui Tongshi a répondu qu'il s'en fichait, car selon les commandements du 8 noir, les ordres du patron n'étaient pas discutés. Bému s'est facilement occupé de Shui Tongshi. Bému a dit qu'il était en effet un peu en colère maintenant. Bému a demandé à son ami où était allé le bon vieux Shui assoiffé de sang, qui avait peur de le mettre en colère. Bému a continué à l'attaquer et a dit que s'il oubliait si rapidement à quoi ressemblait le maléfique Bému, alors il le lui rappellerait volontiers. Shui Tongshi a demandé à son ami s'il lui avait dit que son magnétisme ne s'intéressait qu'aux métaux pesant moins de 100 kg. Bému a dit qu'il lui avait menti parce qu'il était si crédulé que cette qualité pouvait facilement être utilisée contre lui. Bému a continué à le briser en un seul guichet, il a dit qu'il savait que sa volonté ne pouvait pas être affaiblie par cela. S'il commettait la moindre erreur, et en profiterait immédiatement, alors Bému a dit qu'il se battrait de toutes ses forces. Bému lui a demandé s'il ne voulait toujours pas savoir pourquoi on lui avait ordonné de le tuer. Shui a répondu qu'il s'en fichait, puis Bému a dit que ce coup serait son dernier. Et après le massacre, Bému s'est assis à côté de Shui Tongshi. Shui a dit qu'il n'aurait jamais pensé que Bému était capable d'une telle chose. Bému a répondu qu'il était difficile de le mettre en colère, et sourit et dit que tout était de sa faute. Bému lui a demandé de ne plus répéter ses erreurs. Et puis Shui Tongshi a demandé à son ami de l'achever. Bému a répondu que Shui s'efforçait d'atteindre cet objectif depuis le tout début. Il a dit que He avait seulement fait semblant de vouloir le tuer et qu'il ne s'était donc battu qu'avec la moitié de ses forces. Il a dit que He pensait vraiment que cela pourrait résoudre le problème. Shui a dit que Bé recherchait toujours le bien des gens et a dit qu'il était vraiment loin de lui. Shui a dit qu'il était incapable de terminer la tâche et a demandé à Bému de l'achever. Bému a dit qu'il avait peut-être raison, mais Shui Tongshi ne s'est jamais intéressé à la raison du meurtre parce qu'il avait peur que s'il connaissait la raison, il ne serait pas en mesure de terminer l'affaire. Bému a dit qu'il le connaissait mieux que quiconque et a dit qu'en fait, les questions de savoir pourquoi il faisait cela tourmentaient Shui. Il a donc décidé de ne pas s'intéresser à la raison, car cela lui permettait de respirer plus facilement. Bému a invité Shui à l'accompagner. Shui Tongshi a dit qu'il avait vraiment recommencé cette conversation, et il a demandé s'il pensait vraiment qu'il pourrait s'en échapper si facilement. Shui Tongshi a déclaré que Bé savait dès le début qu'il serait envoyé pour l'achever, c'est pourquoi il l'a spécifiquement attiré ici pour l'emmener avec lui. Bému a dit que ce n'était rien de tout ça et qu'il devait juste lui donner une leçon et soudain il a remarqué qu'il était presque à court d'énergie. À ce moment-là, de manière inattendue, Shui Tongshi l'a attaqué et a déclaré qu'il avait dépensé presque toute son énergie pour ce coup électromagnétique. Maintenant, Bému ne pouvait plus lui résister et Shui a demandé à son ami de partir de là, sinon il devrait mettre fin à ses jours. Shui Tongshi a sorti son épée puis Bé a dit qu'il avait deux choix, il pouvait soit en finir avec lui, soit partir avec son ami. Les mains de Shui Tongshi commencèrent à trembler et à la fin il décida qu'il voulait aller au-delà du mur avec son ami. Et puis Yang Liu est soudainement apparu devant eux et a dit qu'il semble qu'ils aient déjà terminé leur bataille. Elle a dit qu'elle savait que frère Shui ne serait pas capable d'achever Bé seul et c'est pourquoi elle est venue à son aide. Yang Liu a rapporté que le patron lui avait dit qu'après avoir terminé cette mission, Shui aurait besoin d'un nouveau partenaire, et lorsqu'elle en a entendu parler, elle a été très heureuse et a suggéré de mettre fin à ses jours rapidement. Yang Liu a déclaré que si le patron découvrait qu'il avait des difficultés pendant la mission, il lui ordonnerait de tuer immédiatement frère Shui. Mais elle ne voulait pas du tout cela et a demandé à pouvoir s'occuper elle-même de Bému, et elle a dit qu'alors personne ne punirait frère Shui. Bému a dit qu'il savait que Shui ne serait pas capable de faire ça et il savait qu'il voudrait sauver cette fille et a demandé s'il avait raison. Shui Tongshi a pris son épée et a demandé à Yang Liu de ne pas intervenir et a dit que cela ne les concernait que tous les deux. Shui a pensé à ce qu'il devrait faire parce qu'il n'avait plus de force, et Bébé avait peu d'énergie et Yang Liu pouvait facilement faire face à eux deux, il pensait qu'il semblait qu'il ne pourrait pas partir maintenant. Yang Liu a ajouté qu'elle avait oublié de lui dire quelque chose, elle a dit à He qu'il devrait terminer cette tâche dès que possible. Après tout,
Les membres restants des 8 Noirs s'y rendaient, s'ils avaient vu cela, ils ne lui auraient pas permis de protéger frère HEI. Bému réalisa qu'il s'agissait d'un test et qu'en raison de leur amitié étroite, ils commencèrent à les soupçonner de trahison. Bému réfléchit et réalisa qu'un seul d'entre eux pourrait survivre, et il a décidé d'y mettre fin une fois pour toutes. Et puis Bému a attaqué HEI et a ordonné à Yang Liu de s'éloigner et a dit qu'il pourrait facilement déchirer HEI en petits morceaux. B a dit à Yang Liu que cela ne les concernait que tous les deux et lui a demandé de rester debout et de regarder pour voir lequel d'entre eux survivrait. Bému lui a dit d'essayer de bien se souvenir de tout et de ne rien manquer lorsqu'elle le signalait au patron. Mais quand Yang Liu a remarqué que HEI Tongshi était en train de perdre, elle a voulu intervenir, mais HEI ne lui a pas permis de le faire. HEI Tongshi l'a repoussé et lui a demandé de ne pas s'immiscer dans leurs affaires à tout prix, il a dit qu'il s'en occuperait lui-même. Et a regardé attentivement Bei et lui a demandé ce qu'il faisait et qu'en était-il de ce dont ils avaient discuté plus tôt, l'avait-il oublié? Bému lui a demandé d'oublier ça et a dit qu'il valait mieux qu'il parte seul et s'est soudainement dirigé vers HEI et l'a attrapé à la gorge. Bei a dit que s'il l'emmenait avec lui, il deviendrait un fardeau pour lui et le gênerait avec ses pleurnicheries. Après ces mots, il jeta et de côté. Mais soudain, HEI Tongshi réalisa que son épée bougeait toute seule, et a demandé à Bei d'arrêter de faire ça. Yang Liu a regardé tout cela et a pensé que Bei avait fait cela exprès pour convaincre les membres des 8 que frère HEI avait accompli la tâche. Elle réalisa que Bému, malgré tout, défendait jusqu'au bout son dévoué partenaire et ami HEI Tongshi, et a supplié son ami d'arrêter de faire ça et lui a dit que s'il arrêtait de faire ça, il ferait tout ce qu'il dirait. Mais Bému a répondu qu'il l'attendrait à l'avenir, il a demandé pardon et a dit qu'il avait tout décidé à sa place, puis l'épée lui a transpercé. Finalement, Bému a dit à HEI qu'il devait d'abord lui dire quelque chose d'important, il y avait un masque dans son sac à dos et c'était une chose très importante, il a dit que c'était une passe. Il a dit que lorsque HEI avait rencontré Madame Ya, elle aurait dû lui dire quoi faire ensuite, et ne comprenait pas de quoi il parlait. Bei s'est excusé auprès de son ami de l'avoir impliqué dans tout cela, il lui a demandé de faire attention car il était dans la même situation précaire que lui. Bei a dit que le patron commencerait bientôt à le soupçonner, mais il pensait qu'il pouvait faire confiance à Yang Liu, il a dit qu'elle pouvait l'aider. Bei a déclaré qu'il ne s'était jamais attendu à ce que la première victime de cette épée soit lui-même et a ajouté qu'il pensait que cette épée lui convenait car le bourreau était une épée lancée à partir de ses côtes cassées. Mais Bei a dit qu'en fait il voulait vivre tout cela avec lui mais hélas il ne pouvait pas aller plus loin. Mais il a ajouté qu'il rencontrerait beaucoup de gens intéressants derrière le mur et qu'ils se feraient des amis et apprendraient beaucoup de nouvelles choses ensemble. Bému a dit que le monde est vraiment immense et a demandé à son ami d'aller voir par lui-même, HEI a demandé à Bei de ne pas le quitter car il lui était difficile de se débrouiller seul. HEI Tongshi a demandé à Bei de ne pas garder le silence et lui a demandé s'il allait vraiment s'asseoir après l'avoir entraîné dans tout cela et lui a demandé de partir de là. Bei a répondu à HEI qu'il semblait ne rien comprendre et a dit qu'il voulait lui-même partir avec lui, mais qu'un seul d'entre eux pourrait survivre. Bei a déclaré que Yang Liu avait dû prendre un risque énorme pour leur dire que le patron les soupçonnait tous les deux. Maintenant, Bei réalisait qu'il avait sous-estimé le patron et qu'il était naïf de croire qu'ils pourraient s'échapper de là ensemble, et même si HEI était mort là-bas, le reste des 8 l'auraient achevé sur le champ. Mais si Yang Liu l'avait couvert, il aurait eu une chance de survivre, il a dit qu'il n'était pas si intelligent et qu'il n'avait pas pris en compte la probabilité d'un tel résultat. HEI a demandé à Bei de ne pas dire cela et a dit qu'il pouvait recharger maintenant et il a dit qu'il achèverait quiconque se mettrait en travers de son chemin. Bému a répondu que la lame avait traversé sa spirale électromagnétique, c'était comme son cœur et a dit que tout était fini. HEI Tongshi a dit qu'il avait quelque chose de final à dire, mais tout à coup, à ce moment-là, quelqu'un a tiré sur Bému dans le dos. Tiré sur Bei Fuluo, et puis Lian a dit qu'il semblait être en avance sur lui, il a dit à HEI Tongshi qu'il avait fait du bon travail, mais qu'il s'occuperait ensuite de lui-même. Lian a attrapé Bému et lui a dit que le patron lui avait dit de l'amener chez lui, Fuluo lui a demandé d'être plus prudent avec Bému. Après tout, il était leur ancien camarade après tout, mais Lian a répondu que c'est exactement ce qu'il faut faire avec un mec qui s'est avéré être un agent double. Lian a dit à HEI Tongshi qu'il l'admirait parce qu'au début, il pensait qu'il ne serait pas en mesure de terminer la tâche et qu'il les trahirait avec Bému. Lian a déclaré que le patron avait trouvé des preuves sur Bei, et comme il était son partenaire, il devait s'assurer qu'il était en faillite et on dit que cette tâche lui était spécifiquement destinée. S'ils avaient réussi à s'échapper, ils seraient morts ensemble, mais maintenant HEI était complètement au-dessus de tout soupçon et Lian continuait de parler. Il a dit que Bému ne semblait pas aimer ce qu'il faisait, mais HEI Tongshi le regarda et lui demanda de laisser Bei partir. Fuluo a demandé à Yang Liu ce qu'elle avait vu, elle a dit que frère HEI avait dû faire beaucoup d'efforts pour s'occuper de lui. Fuluo a répondu que compte tenu des dégâts causés à HEI Tongshi, il semblait que le combat était vraiment féroce et elle doutait que ce ne soit qu'un prétexte. Cependant, elle a demandé à Yang Liu si elle regardait simplement de côté et n'avait même pas aidé frère HEI, et elle a dit que ça ne lui ressemblait pas du tout. Fuluo a dit qu'elle laissait entendre que le patron avait de grands espoirs pour elle et c'est pourquoi elle lui a demandé de ne pas le décevoir.
Yang Liu a répondu qu'il était évident que le patron préférait Fu Luo même si elle était un peu vieille. Yang Liu pensait que tout devrait s'arranger parce que Beimu était mort et Hui avait été grièvement blessé et jusqu'à présent, tout se passait selon le plan de Bei. Et si Hui ne gâchait rien, Yang Liu trouverait un moyen de faire sortir tout le monde de là afin que le petit frère Hui puisse s'échapper en toute sécurité. Yingong a regardé Bei et a dit que c'était dommage parce qu'elle voulait voir un tel drame de ses propres yeux. Mais soudain, Hui Tongchi se leva et courut vers Lian, le frappa au visage de toutes ses forces et lui ordonna d'effacer le vil sourire de son visage. Lian a demandé à Hui ce qu'il faisait et a dit qu'il en parlerait certainement au patron et qu'il aurait alors des ennuis et le regretterait. Hui Tongchi a ordonné de dire au patron d'aller en enfer, et puis soudain, Niliu l'a attrapé par derrière, et demande-lui s'il veut vraiment mourir aussi. Et puis Yingong est intervenu dans leur conflit et a demandé à Hui Tongchi ce qu'il faisait et essayait-il vraiment d'en finir avec Lian. Elle a dit que si le patron ne lui confiait pas une telle tâche, il s'avérait qu'il refusait de lui obéir et leur créait beaucoup de problèmes. Et puis Yang Liu a couru vers Yingong et lui a dit qu'ils avaient tout mal compris et que le combat avec Beimu avait provoqué une interférence dans l'esprit de Hui. Yingong a répondu que c'était le problème et maintenant elle comprenait pourquoi Hui agissait comme s'il ne les reconnaissait pas du tout et était en conflit avec eux. Mais Fu Luo a dit que quelque chose n'était pas propre là-bas, elle a dit à Yang Liu qu'elle était arrivée ici bien avant eux et que c'était étrange. Fu Luo a dit que Yang Liu en discuterait avec le patron parce que c'était lui qui décidait quoi récompenser et quoi punir ses subordonnés. Et puis Yang Liu a demandé à tout le monde de l'écouter, elle a dit qu'en plus de la demande de garder un œil sur frère Hui, le patron lui a confié une tâche supplémentaire. Le patron lui a dit que si Hui accomplissait la tâche avec succès, il devrait le ramener sain et sauf et lui livrer également le corps de Bei. Yang Liu a demandé à tous ses camarades de ne pas s'inquiéter et a déclaré qu'elle assumerait la responsabilité de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais Yang Liu a ajouté que si quelqu'un osait faire du mal à frère Hui, elle l'achèverait immédiatement et a demandé si cela était clair pour tout le monde. Fu Luo a dit qu'il s'agissait d'un ordre étrange de son patron et lui a demandé si elle comprenait quelles seraient les conséquences si elle leur mentait. Yang Liu a dit qu'elle pouvait demander personnellement au patron. Yingong a dit que si tout se passait exactement comme elle l'avait dit, alors il ne devrait pas intervenir, car selon les règles des 8, il leur était interdit d'interférer dans les missions de chacun. Lian a demandé à Hui Tongchi de ne pas penser qu'il s'en sortirait si facilement et a dit qu'il veillerait à ce que sa mort soit terrible. Yingong leur a finalement souhaité un bon voyage et a déclaré qu'il leur restait encore des missions à terminer. Et quand ils furent seuls, Yang Liu a demandé à son frère comment il allait, Hui Tongchi a répondu à Yang Liu qu'il sortait de là. Yang Liu a répondu qu'elle était au courant parce qu'il avait promis à Beimu qu'il irait explorer le monde, elle a dit que c'était vraiment mieux pour lui de ne pas revenir. Hui Tongchi a interrogé la fille sur la mission que le patron lui avait confiée, il lui a demandé si elle disait la vérité ou non, la fille lui a demandé de ne pas le déranger et a dit qu'elle s'en occuperait elle-même. Yang Liu a déclaré qu'il était maintenant beaucoup plus important pour lui de prendre son masque et son épée, et elle prendrait le corps de frère Beimu et l'enterrerait plus tard. Yang Liu a dit qu'elle voulait aussi l'accompagner, mais si elle n'était pas revenue, les 8 autres auraient commencé à le chercher. Et c'est pourquoi elle a dit qu'elle resterait ici pour lui faire gagner du temps afin qu'il puisse s'échapper de là. Hui Tongchi lui a demandé si elle était sûre que tout irait bien et comment elle allait s'expliquer auprès du patron. Yang Liu a dit qu'elle était heureuse qu'il s'inquiète pour elle, elle a dit que le patron l'aime bien, donc au pire, il se contentera de la gronder et de ne pas trop l'offenser. Après cela, Hui Tongchi a remercié Yang Liu et est parti explorer le nouveau monde à la recherche d'aventures et d'une réponse aux paroles de Beimu. Et puis Yue l'a soudainement réveillé, elle a dit qu'il partait et Qin Shui lui a demandé s'il s'était vraiment endormi. Hui Tongchi a demandé combien de temps il dormait et si elle avait reçu toutes les informations nécessaires, elle a répondu qu'elle se souvenait de tout. Qin Shui a dit que le masque a commencé à interagir avec cette chose et qu'une série de coordonnées sont apparues qui ont formé une carte. Tao Ziyue a dit à Hui Tongchi que pendant qu'il dormait tout ce temps et qu'elle était là, elle avait vu un rêve étrange. Une voix dit à Tao Ziyue de se rapprocher, elle a demandé qui c'était et comment il connaissait son nom. La voix répondit qu'elle ne connaissait pas seulement son nom, elle savait tout d'elle ce qui lui était arrivé depuis sa naissance. Elle connaissait tous ses souvenirs parce qu'elle et Tao Ziyue partageaient une seule âme, elle a demandé si elle ressentait leur passé commun. Sent-elle leur voyage millénaire plein de guerre et de souffrance? Elle a dit à Tao que maintenant c'était son tour. Accomplir leur mission dignement et rapidement et ajouter que son chemin sera dangereux et que sur ce chemin les victimes seront inévitables. Hui Tongchi a demandé ce que cela signifiait qu'une géante qui vit dans ce temple lui ait demandé d'accomplir une mission, elle a répondu qu'elle-même ne savait pas si c'était un rêve ou si tout cela était réel. Hui Tongchi a demandé si ces coordonnées pouvaient être tout simplement absurdes, Qin Shui a dit qu'il n'était pas obligé de les accompagner. Hui Tongchi a répondu que dans ce cas, il partirait parce qu'il ne faisait pas d'œuvre caritative. Pendant ce temps, Madame Ya a déclaré que les informations obtenues grâce au masque étaient vraies et a demandé à accompagner Tao Ziyue dans le voyage de Qin Shui et Beimu. Pendant ce temps, à l'extrême sud du territoire Cibor,
un subordonné a demandé à son patron s'il allait libérer tous les hybrides de l'esclavage. Le patron a répondu que bien sûr non et a dit que cette fille naïve avait dit qu'elle pouvait rassembler tout le monde parmi les 8 blancs, mais qu'il pouvait aussi appeler 8 samouraïs noirs. Et puis l'un des subordonnés a couru vers le patron et lui a dit qu'il y avait 2 personnes dehors et que la plupart d'entre eux avaient été tués. Le patron pensait que le 8 blanc était vraiment venu là. Le patron a ordonné à son subordonné de libérer tous les hybrides, mais il a répondu au patron qu'il l'avait mal compris et lui a dit qu'il y avait 8 samouraïs noirs là-bas. Et puis l'un des samouraïs a dit au patron qu'il voulait lui demander quelque chose, puis Fuluo est apparu derrière le patron et lui a demandé s'il avait vu un homme avec un chapeau et une épée avec une lame rouge. Fuluo a dit que ce type était ennuyeux et parlait beaucoup et a également ajouté que ses cheveux étaient ébouriffés. Et le patron leur a demandé que ce type semblait coupable de quelque chose, et puis Lien a ajouté qu'il était tout de noir vêtu et lui a demandé s'il l'avait vu. Pendant ce temps, Hui Tongshi, Qin Shui et Ziyue se préparaient à partir en randonnée. Tous les habitants leur ont souhaité bonne chance et leur ont demandé de prendre soin d'eux. Tous les villageois ont félicité Benmu et ont dit qu'il était leur héros, ils espéraient tous qu'il deviendrait leur sauveur. Hui Tongshi a demandé à la fille Ziyue de ne plus l'appeler Benmu mais Hui Tongshi parce que c'était son vrai nom. Hui Tongshi a déclaré qu'il avait emprunté le nom de Benmu à une personne et qu'après avoir trouvé la statue blanche, il avait voulu utiliser son pouvoir de guérison pour ramener Benmu à la vie. Pendant ce temps, Fuluo a interrogé le patron sur le village de la vallée des vents et lui a demandé si c'était vraiment un village d'hybrides. La patronne a dit qu'elle avait raison. Le patron a dit avoir vu ce type récemment dans le village de la vallée des vents. Fuluo a demandé si tout allait bien pour lui. Le patron leur a dit que s'il faisait partie du 8 noir, alors ce type était leur ami. Fuluo a répondu qu'ils ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Le patron a dit qu'il le cachait et en fait lui et Hui Tongshi étaient amis et toute cette situation était un gros malentendu. Lien lui a demandé s'ils étaient vraiment amis. Le patron a dit qu'on pouvait les appeler frères et qu'il était la deuxième personne après le commandant de la montagne du lion. Fuluo a dit qu'elle était désolée parce qu'elle voulait l'aider puis elle a ordonné à Lien d'en finir avec ce cyborg. Lien a dit au patron que quiconque vendait ces créatures inférieures était leur ennemi, et au même moment, Lien acheva instantanément le patron. Pendant ce temps, Hui Tongshi a demandé à Ziyue, lorsqu'ils se sont transformés en animaux, leurs préférences gustatives ont-elles changé? La fille a répondu qu'ils avaient un peu changé, et par exemple, les hybrides avec des oreilles de lapin ont commencé à aimer les légumes au fil du temps. Hui Tongshi a demandé à Qin Shui que s'il se transformait finalement en poisson, deviendrait-il plus savoureux que le poisson qu'il attrape? Qin Shui lui a demandé de se taire. Hui Tongshi a demandé comment ils avaient compris lesquels d'entre eux étaient nés animaux et lesquels étaient nés hybrides mais transformés en animaux. La jeune fille a répondu que ceux qui sont apparus après l'apocalypse étaient des animaux ordinaires, et les esprits animaux sont ceux qui existaient avant la fin du monde et qui ont acquis après celle-ci des traits animaux. Hui Tongshi a mangé la batterie et a dit que c'était une autre affaire, mais Qin Shui lui a rappelé que c'était la dernière batterie. Hui Tongshi lui a demandé pourquoi il n'avait pris que 6 piles pour un si long voyage et à quoi pensait-il. La jeune fille a dit que son frère Qin Shui avait fouillé tout le village pour lui trouver ses batteries et que sa recherche avait duré 2 nuits de suite. Mais soudain, Hui Tongshi a voulu cracher cette batterie. La jeune fille lui a demandé ce qui lui arrivait. Il a répondu qu'il ne voulait pas avoir de dette envers cet idiot. Qin Shui a déclaré qu'il restait encore 3 jours pour atteindre le village et qu'ils avaient des problèmes en raison du manque de batterie. Il a dit qu'ils étaient sur le territoire des esprits animaux et qu'ils étaient allés loin et que les batteries ne pouvaient pas être trouvées ici. La fille Ziyue a dit qu'elle n'était pas d'accord avec lui parce qu'elle connaissait un endroit où il pouvait trouver quelques piles. La jeune fille a dit à Qin Shui qu'il semblait y avoir un magasin spécial à proximité. Qin Shui a accepté et a dit qu'il semblait avoir entendu parler de lui par son professeur. Des objets du monde des cyborgs y étaient vendus. Le lendemain, Hui Tongshi a demandé à ses voyageurs s'ils disaient en réalité que le propriétaire du magasin était un cyborg. Qin Shui a déclaré que ce magasin faisait partie de la guilde commerciale des terres frontalières, mais parce que la guilde croyait que tous les êtres sont égaux, ils ont été expulsés de ces terres et sont venus ici. La jeune fille a dit que Qin Shui lui avait dit un jour que l'idée d'égalité venait de Benmu, c'est pourquoi elle pensait que le propriétaire du magasin était aussi gentil que lui. Qin Shui a ajouté que cet endroit était très difficile à trouver, il a donc suggéré de se séparer pour accélérer leurs recherches. Et Hui Tongshi a soudainement répondu qu'il semblait qu'il avait déjà trouvé cet endroit et que la rumeur aurait dû dire qu'il s'agissait de la forteresse du chagrin. Mais la fille Ziyue a dit que quelque chose n'allait pas ici, elle se demandait ce que faisaient là ces captifs hybrides. Qin Shui s'est demandé si toutes ces rumeurs étaient des mensonges et que ce magasin était en fait le magasin d'un marchand d'esclaves. Mais Hui Tongshi a dit qu'il s'en fichait et a couru là-bas, mais alors qu'il voulait ouvrir la porte, il fut soudainement attaqué par des créatures mécaniques. Hui Tongshi a demandé s'il était le propriétaire du magasin et a dit qu'ils avaient eu une sorte de salutation et que s'il voulait jouer, il perdrait. Mais soudain cette créature frappa Hui Tongshi au visage et il n'eut pas le temps de bloquer ses coups et pensa qu'il était très rapide. Qin Shui leur a dit d'arrêter de se battre et a dit au vendeur qu'il avait une question à lui poser, mais soudain, quand il s'est approché d'elle, ils se regardèrent et se reconnurent soudain.
Son nom était Lin et elle a dit à Qin Shi qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Elle lui a demandé ce qu'il faisait pendant tout ce temps parce qu'elle n'avait pas remarqué que ce stupide poisson était devenu plus fort. Elle était la capitaine de la tribu des antilopes. Yiling a dit à Qin Shi qu'il semble que son professeur ne lui ait appris aucun truc. Lin reconnut le cyborg qu'il avait amené, elle reconnut sa forme et lui demanda s'il faisait partie des samouraïs noirs, elle a demandé si elle avait raison. Lin a demandé à Qin Shi pourquoi il communiquait avec lui et avait-il vraiment négligé les instructions de son professeur. Lin a dit qu'il pensait vraiment que quelqu'un des 8 noirs accepterait de les aider et après cela, elle a attaqué Qin Shi. Qin Shi a demandé à Lin d'arrêter et a dit que maintenant il était obligé d'aider cet idiot parce qu'il était à court de charge et qu'il était sur le point de mourir. Mais Lin a répondu qu'elle s'en fichait car elle n'était plus la petite fille qu'il avait reconnue plus tôt. Lin a dit que même Gushi des 8 Blancs avait reconnu ses compétences et l'avait accepté comme disciple et qu'elle était maintenant au même niveau que Qin Shi. Mais soudain, à ce moment-là, quelqu'un leur a dit d'arrêter de se battre. Il a pris Tao Zye sous la menace d'une arme et a dit que c'était très impoli de leur part. Il a dit qu'au début il ne comprenait pas s'il s'agissait d'acheteurs ou de voleurs. L'homme s'est présenté et a dit qu'il était le propriétaire de la forteresse du chagrin et qu'il s'appelait Manao. Manao a déclaré que récemment, certains escrocs y étaient constamment traînés. Il a dit que si quelqu'un bougeait, il tirerait une balle dans la tête de cette fille. Manao leur a dit de faire ce qu'il disait et de déposer leurs armes, mais il a prévenu que si l'un d'eux commençait à se cacher les yeux, qui lui tirerait dessus dans une seconde. Et puis YE a relâché un troupeau de moutons spirituels animaux. Manao a ordonné à son robot de les empêcher de partir et d'attraper tout le monde. Pendant ce temps, les moutons ont fouillé le magasin et ont trouvé une arme capable de neutraliser une bombe à impulsion électromagnétique cyborg. L'un a dit à Qin Shi qu'il terminerait la bataille une autre fois et a dit qu'ils se rencontreraient très bientôt et s'enfuiraient quelque part. Et puis l'un des moutons a dit qu'il ne permettrait plus jamais aux méchants cyborgs de blesser ses proches et ses proches. Et puis les moutons ont enfoncé cet appareil dans le sol, assommant ainsi complètement tous les cyborgs. Après cela, ils sont tous entrés dans le magasin et ZYE a demandé aux esprits animaux où ils avaient emmené frère HEI. Les moutons lui ont demandé pardon et lui ont dit que leur ami le cyborg avait souffert de leur faute et ils l'ont envoyé au village des antilopes pour qu'ils puissent le réparer là-bas. Les moutons les ont remerciés pour leur aide puis l'un d'eux a dit qu'il avait entendu dire qu'ils étaient en route vers le village des antilopes. Il a dit que c'était génial parce qu'ils venaient aussi de là-bas, il disait que dans quelques heures ils arriveraient dans leur pays natal. Pendant ce temps, HEI Tongshi et Manao étaient enfermés ensemble. HEI Tongshi a demandé si ses moutons avaient vraiment volé son magasin. Manao a accepté. Manao a déclaré que ce groupe d'animaux avait déjà fait 3 descentes dans son magasin. Ils l'ont menacé de lui enlever la forteresse du chagrin. HEI Tongshi a dit qu'il cherchait juste des piles. Manao a déclaré qu'ils en avaient déjà assez et que son partenaire vaisselle a donc décidé de se venger d'eux. Manao a déclaré qu'il avait apaisé ses bêtes et qu'il ne savait tout simplement pas quoi faire d'autre. En désespoir de cause, il a dû installer une barrière à bulles pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Il a dit que lorsqu'ils sont apparus, Sindo les a pris pour des alliés de ces animaux, mais il savait déjà tout lui-même. HEI Tongshi a dit qu'il déchirerait ces animaux en morceaux mais ne savait pas comment faire éclater cette étrange bulle. Manao a déclaré qu'il vendait un produit de la plus haute qualité et qu'il était presque impossible de faire éclater cette bulle. Cependant, il pouvait soit couper la corde à laquelle il s'accrochait, soit attendre que la barrière expire et la bulle éclaterait automatiquement. Manao a dit qu'ils étaient ici pour une raison complètement différente et a dit qu'il voulait les donner à manger aux monstres qui étaient en dessous. Et puis soudain, la bulle a éclaté et Manao a dit qu'il avait raison, tous les 3 s'envolèrent vers ce monstre. Mais de manière inattendue, une aide leur est arrivée en la personne du commandant Lin, elle leur a lancé une corde et a dit à tout le monde de la saisir fermement. Lin a dit à son patron qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, Manao a dit à la petite Lin qu'elle avait grandi et lui a demandé si elle était venue récupérer sa commande. Manao a dit que malheureusement elle était un peu en retard et que la forteresse du chagrin avait déjà été volée par ces têtes de moutons puantes. Lin a dit qu'elle les avait vus en chemin, cette bande de moutons continuait à faire des choses terribles et causait beaucoup de problèmes. Elle a dit que seul Sindo avait réussi à les entraîner, puis HEI Tongshi est apparu et les a entraînés, il a répondu que tout était de la faute de ZYE. Et puis il s'est souvenu que ZYE et Qin Shi étaient avec ses moutons, Lin a dit que c'était vrai et qu'ils n'avaient probablement pas réalisé qu'ils étaient en danger. Pendant ce temps, les moutons ont tué Qin Shi et ZYE, les moutons ont dit à leur patron que le paralytique qu'ils avaient bu avait finalement fonctionné. Le patron des moutons a dit que lorsqu'ils entreront sur le territoire des cyborgs, ils utiliseront ces deux-là comme appât pour attirer plus de morceaux de fer. Et quand tous les cyborgs sont arrivés, ils ont voulu utiliser une bombe à impulsion électromagnétique pour tous les achever. Les moutons ont dit qu'ils leur montreraient que leur race est bien meilleure et que pour la première fois les esprits animaux envahiraient le territoire des terres frontalières. Les moutons disaient que leur nom resterait dans l'histoire, c'étaient 3 frères moutons et l'aîné des frères était leur commandant. Pendant ce temps, HEI Tongshi et les autres trouvèrent ces moutons, le frère aîné a dit que ce cyborg n'avait pas encore senti la poudre à canon et a suggéré de jouer. HEI Tongshi a dit que c'était tout comme il l'aimait et leur a dit de ne pas penser à demander grâce plus tard, mais tout à coup, sa batterie s'est épuisée et il est tombé au sol.
Manao et Lin se demandaient comment ce cyborg avait pu oublier sa batterie à plat et comment il avait réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui. Le mouton a dit au cyborg qu'il était trop tard pour faire semblant d'être mort et lui a dit qu'il deviendrait bientôt un véritable cadavre. Le frère cadet a dit que même si ce cyborg ressemblait à un vrai méchant, il s'est en fait révélé être un faible ordinaire. Et puis son jeune frère s'est approché de lui et lui a dit que Shui Tongshi deviendrait la première victime de l'esprit animal, mais soudain il fut sauvé par le robot Sindo. Mais le mouton plus âgé a dit que cette fois, il s'était armé d'une excellente arme et avait utilisé la même bombe à ce moment-là, puis Sindo est également tombé au sol. Les moutons leur ont dit d'arrêter de résister et ont dit que maintenant ils se transformeraient en un tas de ferraille, mais soudain, il reçut un coup de Shui Tongshi. Le mouton plus âgé pensait que c'était une hallucination parce que ce cyborg ne pouvait pas frapper si fort le frère cadet. Le mouton plus âgé voulait attaquer le cyborg et lui demanda de répondre coup sur coup, mais soudain il reçut un coup au ventre. Shui Tongshi a demandé au mouton s'il appréciait sa vie et a dit que des créatures comme lui ne le vaincra jamais. Shui Tongshi a demandé de libérer ses amis et de restituer le magasin à Manao, puis il envisagerait de leur pardonner. Mais soudain, le jeune mouton a attrapé Zye et Qinshui et a dit au cyborg de s'agenouiller rapidement, et puis il penserait à ne pas leur casser le cou. Chip a dit au cyborg de lancer d'abord son épée, puis de lui casser les jambes et le bras mécanique et a dit que s'il refusait, il y mettrait fin. Shui Tongshi a répondu qu'il ne se souciait pas de ses bras et de ses jambes, mais qu'il ne pouvait pas abandonner la lame. Il a dit que l'épée et lui étaient indivisibles et que donc le mouton pouvait faire ce qu'il voulait avec les prisonniers. Le mouton a dit au cyborg qu'il prenait beaucoup de risques parce que ce n'était qu'un meurtre, et il a dit qu'il en finirait d'abord avec la fille, mais soudain, l'un l'a frappé à la tête. Shui Tongshi était très heureux de l'arrivée de l'un, et les moutons pensaient que ce cyborg sans valeur avait vraiment réussi à les humilier comme ça. Chip a demandé au cyborg d'avoir de la dignité et de le combattre dans une bataille épique qui est entrée dans l'histoire. Tous les moutons sont venus vers leur patron et ont commencé à attaquer le gars, mais Shui Tongshi n'a ressenti aucune résistance. Il a dit qu'ils appelaient vraiment cela une bataille épique et a dit qu'il allait maintenant leur montrer lui-même et a commencé à terroriser les moutons un par un. Le mouton a pris cette même bombe et a voulu attaquer le cyborg. Shui Tongshi les regarda et demanda si ces jouets pouvaient résister au monde des cyborgs. Shui Tongshi a cassé toutes leurs bombes et a dit que ce serait bien si dans cette vie un jouet pouvait résoudre tous les problèmes. Tous les moutons ont commencé à battre en retraite et ont dit que ce type n'était qu'un monstre et que les cyborgs étaient vraiment effrayants et que les rumeurs à leur sujet se sont avérées vraies. Manao a dit qu'après tout leur tour, il ne les laisserait pas partir si facilement et a mis une longue clôture devant les moutons. Et le mouton a souri et a dit qu'il était vraiment tellement stupide qu'il pensait qu'une sorte de clôture les arrêterait, mais soudain, les moutons sautèrent par-dessus et tombèrent à terre. La brebis se demandait pourquoi il lui était si difficile de sauter par-dessus la clôture et elle oublia soudain comment marcher. Tous les complices du patron se sont portés à son secours, mais après avoir sauté par-dessus la clôture, ils ont également été paralysés. L'un pensait que c'était incroyable, Manao que l'ancien dicton sur la paralysie des moutons s'est avéré vrai. Pendant ce temps, Shui Tongshi comptait les moutons et s'endormit soudainement, l'un se demandait si ce type s'était endormi en comptant les moutons. 2 heures après la bataille, Manao les remercia pour leur aide et leur dit qu'il renverrait ses moutons dans les montagnes. Zye a dit que tant de choses s'étaient produites pendant qu'elle s'évanouissait. Shui Tongshi a répondu que sans lui, tout se serait malheureusement terminé. Zye a remercié Sir Ling de les avoir sauvés, l'un a répondu que tout allait bien et qu'il n'y avait pas besoin de remerciements. Et puis Manao a sorti une boîte et a dit à l'un qu'il avait apporté tout ce qu'elle avait demandé. Il a dit que son bienfaiteur l'avait envoyé il y a plusieurs années. Manao a dit qu'il l'avait gardé à partir de ce moment. Cet homme lui a dit d'attendre qu'elle ait 16 ans. Tout le monde pensait que c'était un cadeau d'anniversaire, mais l'un a répondu qu'il s'agissait plutôt d'excuses pour avoir rompu sa promesse. Tao Zye a été très surpris et a demandé si ce cadeau venait vraiment de Shui Tongshi et leur a demandé s'ils s'étaient déjà connus. Qinshui a déclaré que Shui Tongshi ne leur en avait jamais parlé auparavant et qu'il ne se souvenait pas qu'il leur ait parlé de ses voyages dans le monde des esprits animaux. L'un a dit qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait et a dit quel est le cyborg Shui Tongshi ne s'était rencontré que récemment. Qinshui lui a suggéré d'ouvrir cette boîte, mais l'un a répondu qu'elle ne voulait ouvrir la boîte que lorsqu'elle était seule. Après cela, ils ont commencé à se dire au revoir et Manao a dit qu'il pouvait s'arrêter au village à tout moment et aller à son magasin. Manao a donné à Shui Tongshi une batterie hautement thermonucléaire et a déclaré que dans le monde des cyborgs, elle était utilisée pour alimenter les machines de construction, elle était considérée comme la batterie la plus puissante. Manao a déclaré que la charge de cette batterie sur le cyborg durait 5 ans et qu'il ne l'obtenait pas facilement, il a dit qu'il voulait le donner à Shui Tongshi. Manao, considérant la façon dont Shui Tongshi tombait rapidement en panne, il a dit qu'il s'inquiétait pour lui et il lui a donc donné 2 piles supplémentaires. Mais Manao a demandé à Shui Tongshi de ne pas utiliser 2 piles en même temps, car s'il le faisait, cette action serait sa dernière. Le lendemain, les gardes de la porte ont discuté du fait que Tao Zye aurait déjà dû s'approcher du village, compte tenu de l'heure de leur départ du village. La femme a demandé à Shan Zhu à quand remonte sa dernière visite au village de Ling Jiao,
il a répondu qu'il y était il y a environ 5 ans et qu'ils ont ensuite déménagé dans ce village. Et puis soudain, les gardes du village ont remarqué 2 personnes en face du village. Ils remarquèrent qu'ils étaient habillés de la même manière que Hui Tongxi et se rendirent compte qu'il s'agissait du Huit Noir. La femme remarqua que 2 d'entre eux étaient arrivés et ils les rejoignirent rapidement. Elle n'était pas sûre qu'ils auraient pu les vaincre même avec Ming Shen. Mais Shan Zhu lui a dit de se calmer et lui a dit qu'ils étaient de fiers guerriers du village et non des faibles. Il a dit que chacun d'eux était prêt à se battre. Shan Zhu a ordonné à la jeune fille de rassembler tous les guerriers qui étaient dans le village et de les amener ici et a dit que d'ici là, il essaierait de les détenir. Et finalement, Shan Zhu lui a dit qu'une fois cette mission terminée, il réfléchirait sérieusement au village où aller et y vivre une vie heureuse. Pendant ce temps, l'un dit au cyborg qu'il valait mieux pour lui ne pas apparaître dans le village de Ling Jiao et surtout ne pas entrer dans les yeux de Lady Gishi. Qin Shui a dit qu'il semblait que ce village de Ling Jiao était encore plein de haine. Hui Tongxi a demandé ce qu'il voulait dire et ce qui s'était réellement passé. ZYU a déclaré qu'il y a 50 ans, ce village avait subi un coup dévastateur. Qin Shui a ajouté qu'une seule fois, ce village prospère a été presque effacé de la surface de la terre. L'un a ajouté qu'alors Madame Gishi était l'une des rares survivantes et qu'elle avait miraculeusement survécu à ce jour malheureux. Et puis le signe des 8 démons qui ont tué les habitants de la ville avec leur haine a été gravé à jamais dans le cœur de son maître Gishi. Et donc l'un ne savait pas comment Madame Gi elle pourrait se comporter si elle voyait un membre des Huit Noirs, car elle pourrait libérer toute sa colère contre Hui Tongxi. Pendant ce temps, la gardienne du village a demandé aux 8 personnes de libérer Shan Zhu. Lian lui a demandé où était passé leur enthousiasme au combat. Lian a déclaré aux habitants que s'il lui avait immédiatement dit où se trouvait Hui Tongxi, de telles conséquences ne se seraient peut-être pas produites. Lian a déclaré qu'il était vraiment surpris qu'un groupe d'hybrides ait aidé le cyborg à se cacher et a ajouté qu'ils avaient commis une énorme erreur. Shan Zhu a demandé à ses amis de l'oublier et de ne rien dire à ses samouraïs, mais soudain, après ces mots, Lian l'a frappé à l'épaule avec un couteau. Et puis le reste des gardes de la porte ont voulu attaquer Fu Luo, mais elle les a tous facilement traités et a déclaré qu'ils ne pourraient jamais les vaincre de leur vie. Pendant ce temps, Hui Tongxi et les autres arrivèrent au village de Ling Jiao. L'un a déclaré que les villageois étaient principalement des chasseurs et des cueilleurs. Mais ensuite ZYU a dit à Hui Tongxi qu'elle pensait qu'il serait préférable pour lui de rester discret pendant qu'ils étaient dans le village parce que les villageois le regardaient avec désapprobation. Hui Tongxi a demandé pourquoi il n'y voyait que des femmes. L'un a répondu que les femmes chassaient et protégeaient le village. L'un a déclaré que le chef de leur village, Gishi, qui était l'un des membres des 8 Bézi, avait créé une communauté dirigée par des femmes. Et puis une femme a demandé à l'un si elle était déjà revenue et si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. C'était le capitaine adjoint Luluo. Luluo a serré l'un dans ses bras et a dit qu'elle lui manquait beaucoup parce qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. L'un a répondu qu'il ne s'était pas vu depuis seulement 3 jours. Luluo a demandé qui était ce cyborg et pourquoi il ressemblait à un méchant. Luluo a dit qu'elle avait vu les vêtements du cyborg plus tôt. L'un a demandé à Luluo où se trouvait leur Gishi et lui a dit qu'elle avait un besoin urgent de la voir et de lui parler et que c'était une question d'une importance primordiale. Mais soudain, le capitaine des gardes Yuan lui répondit et lui dit que Gishi l'attendait dans l'arène en ce moment et lui dit qu'il l'avait prévenu qu'ils amèneraient un cyborg. Wang a ajouté que Gishi savait déjà qu'il voulait entrer dans le temple du village de Ling Jiao pour obtenir des informations sur la statue blanche. Wang a dit que s'ils veulent entrer dans le temple, ils devront à tout prix forcer ce cyborg à combattre Gishi dans l'arène. Elle a dit que Hui Tongxi faisait face à un combat à mort, et puis soudain Gishi a dit au cyborg qu'elle l'attendait. Gishi a demandé à Hui Tongxi de venir la voir. Elle a dit qu'il était l'enfant de la nouvelle génération du Huit Noir et lui a demandé de montrer tout ce dont il était capable. Qin Shui l'a regardé et a dit que son professeur lui avait parlé d'elle, et cette légende disait que personne n'avait encore pu la vaincre au combat et c'est pourquoi elle était appelée invincible. Hui Tongxi a dit qu'elle était différente des autres esprits animaux et a traité Gishi de sorcière avec des cornes et lui a demandé si elle allait vraiment se battre avec lui. Gishi a répondu qu'il devrait agir plus sérieusement et a dit qu'il ne pouvait entrer dans le temple qu'en enjambant son cadavre. Hui Tongxi a déclaré qu'il avait tellement entendu parler des 8 Bézi et qu'il pouvait maintenant constater par lui-même à quel point les esprits animaux les plus puissants sont forts. Hui Tongxi détourna son attention et dit qu'elle n'avait vraiment pas entendu dire que les membres du Huit Noir jouaient salement et après cela, il voulait l'attaquer. Mais soudain, Gishi lui a attrapé la main et a dit qu'elle détestait les menteurs. Hui Tongxi ne pouvait pas se libérer car elle était très forte. Mais Hui Tongxi a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait essayé de lui donner une leçon mais que cela n'avait pas fonctionné et lui a soudainement donné un coup de pied au visage. Mais soudain, Gishi l'a expulsé et lui a dit que s'il voulait la vaincre, il devait se battre 10 fois plus fort. Pendant ce temps, dans le village de Fenggu, Fu Luo s'est occupée de tous les gardes. Elle a dit qu'elle leur donnait une dernière chance de sauver Shan Zhu. Fu Luo a dit à la jeune fille que si elle lui disait où se trouvait Hui Tongxi, elle leur permettrait de partir et de vivre heureux ensemble. Shan Zhu a demandé à sa sœur de ne pas les écouter et lui a dit de ne pas oublier leur mission dans le village de Fenggu et la raison pour laquelle ils vivaient. Lian a dit que si elle leur dit où se trouve ce cyborg, ils pourront alors vivre une vie heureuse avec leur frère.
Mais la fille a dit à Fuluo que même si elle se maquillait autant, elle ressemblait toujours à une vieille sorcière. Fuluo a dit que ce n'était pas la bonne réponse, puis elle s'est cassé le doigt. Fuluo a ordonné à Lien d'en finir avec ce type. Mais soudain, Madame Ya s'est adressée aux samouraïs noirs et leur a dit qu'elle leur dirait où se trouvait Ashui Tongshi. Mais malgré le fait que tous les habitants lui ont demandé de ne pas en parler, Madame Ya a quand même dit que Ashui Tongshi était dans le village de Lingjiao. Madame Ya a expliqué en détail aux samouraïs noirs l'emplacement de ce village et comment y accéder rapidement. Shanju a demandé à Madame Ya pourquoi elle leur avait tout dit parce qu'ils étaient prêts à mourir pour se sacrifier pour la mission. Madame Ya a répondu que s'ils s'étaient sacrifiés, alors toute cette mission aurait été inutile. Madame Ya a dit que les samouraïs perdaient du temps et que si les habitants du village de l'un laissaient Ashui Tongshi entrer dans la vallée, ils ne pourraient alors plus le retrouver sans guide. Elle a dit qu'ils avaient le choix entre capturer Ashui ou les combattre et perdre du temps. Fuluo a dit que ces paroles avaient du sens car s'ils n'avaient pas attrapé Ashui Tongshi, leur mission aurait échoué. Et tous deux avec Lien seraient devenus la cible des 8 samouraïs noirs car il y avait beaucoup de gens qui voulaient prendre leur place. Lien a dit qu'il détestait être menacé et a déclaré qu'il avait immédiatement voulu découper quelqu'un et soudainement couper la corne de Shanju. Pendant ce temps, dans le village de Lingjiao, une bataille féroce se déroulait entre Ashui Tongshi et Gishi. Les spectateurs pensaient avoir oublié de quoi Gishi était capable, car son coup provoquait un tourbillon. Gishi a dit au cyborg que sa vitesse et sa force étaient loin d'être idéales et que ses mouvements étaient faciles à prédire. Ashui Tongshi pensait ce qu'elle était parce qu'elle n'était qu'un sac d'os mais son corps était plus fort que celui d'un cyborg. Gishi a demandé si c'était tout ce dont un membre des 8 noirs était capable et a demandé pourquoi ne pas dégainer sa lame. Ashui Tongshi a répondu que s'il avait fait cela, le sang aurait coulé et il se demandait si elle comprenait de quoi il parlait. Gishi a rappelé à Ashui Tongshi que s'il veut se rendre au temple, il n'a qu'un seul chemin à travers son cadavre. Ashui Tongshi a dit qu'il ne voulait pas sortir l'épée parce qu'il n'avait aucune raison de la tuer, mais il a admis qu'elle était forte et qu'il prenait un risque sans la lame. Ashui a dit qu'il ne pourrait pas mourir tant qu'il n'aurait pas réalisé le souhait de Bemu, et c'est pour ça qu'elle ferait mieux d'être préparée parce qu'il n'était pas non plus un faible. Ashui Tongshi a dit à la vieille dame de se préparer et a déclaré que dès que sa détermination entrerait en jeu, il commencerait à se battre d'une manière complètement différente. Ashui Tongshi a déclaré que sa négligence pourrait entraîner sa mort. Il s'est rendu compte qu'il allait beaucoup plus vite. Il réalisa que la batterie que lui avait donnée le propriétaire de la forteresse du chagrin était vraiment magnifique et lui donnait de la force. Guiel se demandait s'ils avaient déjà rencontré ce jeune homme et pour une raison quelconque, il lui semblait très familier. Ashui Tongshi voulait l'attaquer, mais elle repoussa son coup. Il pensait que cette vieille femme avait non seulement un physique puissant, mais aussi d'excellents réflexes. Mais soudain, Ashui Tongshi utilisa le magnétisme et transforma sa lame en un fouet flexible, puis il commença à lier Gishi. Ashui Tongshi voulait en finir avec elle et quand il lui a cogné la tête contre la tête, le cyborg s'est soudainement évanoui. Gishi a demandé d'accueillir chaleureusement les invités du village de Fengfu et d'amener ensuite ce faible dans sa chambre. Pendant ce temps, Madame Ya a révélé qu'elle connaissait Gishi depuis de nombreuses années, elle la connaissait comme une folle. Alors Madame Ya lui envoya une transmission au son de corbeau pour lui dire que le cyborg Ashui Tongshi avait sauvé leur village. Madame Ya pensait qu'il y avait de l'espoir que Gishi donne la priorité à la mission de rétablir la paix et leur permettre d'aller au temple. L'aîné lui a demandé comment elle avait réagi à cela. Madame Ya a dit qu'elle avait bientôt reçu une réponse de Gishi. Guiel a répondu qu'elle déciderait elle-même quoi faire de ce cyborg et que tout ce qui se passait sur le territoire du village des Antilopes ne lui semblait pas. Madame Ya a dit que les paroles de Gishi l'avaient calmée. Elder Yang a ajouté que si elle avait voulu tuer Ashui Tongshi, elle n'y aurait pas répondu. Mais Madame Ya a ajouté que Gishi a écrit autre chose. Elle a écrit que d'autres membres du 8 Noir viendraient pour ce samouraï. Elle a demandé à Madame Ya de l'écouter et a écrit que si une catastrophe frappait leur village, alors elle aurait dû les diriger vers Elegi, elle leur montrerait ce qu'est la vraie peur. Madame Ya a dit qu'elle était désolée que tous les résidents aient beaucoup souffert après avoir rencontré des démons aussi puissants. Frère Yang lui a demandé de ne pas se blâmer et a dit que sans elle, ils n'auraient rien laissé de leur village. À cette époque, dans le village de Lingjiao, Gishi a demandé à son peuple de ne laisser personne entrer dans la pièce jusqu'à ce qu'elle en donne elle-même la permission. Gishi a demandé à Ashui Tongshi de ne pas être nerveux et a dit qu'elle ne le mangerait pas et lui a demandé de lui dire d'où il avait obtenu cette épée. Ashui Tongshi a demandé si c'était tout ce qui l'intéressait. Elle a répondu qu'à partir du moment où il l'avait pointé vers elle, elle avait eu un sentiment familier. Guiel a dit que si cela ne le dérangeait pas, elle voulait écouter l'histoire derrière cette épée. Ashui Tongshi a répondu qu'il était contre parce qu'il ne savait pas qu'elle était comme ça et en plus, elle l'a traîné là-bas de force. Guiel l'a attrapé et lui a dit de tout lui dire maintenant, sinon elle lui briserait le crâne, et a immédiatement été d'accord avec elle. Mais Ashui a dit qu'avant de commencer l'histoire, elle devrait se préparer mentalement et a demandé si le nom de son vieil ami était Bemu. Guiel a demandé s'il le connaissait, elle a dit qu'il était très gentil et qu'il avait aussi un sourire très gentil, et a répondu qu'il était mort. Ashui Tongshi a dit que lui et ses amis devaient se rendre à leur temple.
alors il lui dira tout et elle décidera ensuite de le laisser entrer ou non dans le temple. Et a dit qu'il ne savait pas si l'épée était impliquée dans cela, mais il lui semblait que c'était lui qui lui avait dit qu'on pouvait lui faire confiance et il lui semblait qu'elle était une personne gentille. Shui Tongshi a dit qu'il lui parlerait de la tâche qu'il avait reçue et ce jour-là, il a compris pourquoi son destin s'était déroulé ainsi. Pendant ce temps, l'un se souvenait de sa résidence, l'un a dit à Benmu qu'il lui avait menti sur son amour pour les esprits animaux. L'un a dit qu'elle n'avait pas besoin des petites cornes de céré, les arrachant, a déclaré qu'elle voulait oublier pour toujours tout ce qui concernait Benmu. L'un les jeta vers Benmu et lui dit de se perdre et lui dit que maintenant le chemin vers le village lui était fermé pour toujours. Benmu a pris ses cornes et a déclaré que ces cornes représentaient la gloire de leur village en tant que guerrier et étaient également un signe de maturité et de force. Il a dit qu'il enverrait ces 2 cornes à Manao parce qu'il avait entendu dire que Manao avait trouvé un moyen de remplir la chose du pouvoir de l'esprit animal. Benmu a dit qu'elle pouvait les utiliser comme armes dans les batailles et quand elle a eu 16 ans, il lui a demandé d'étudier son pouvoir des cornes. L'un a répondu qu'elle ne le croyait plus parce qu'il avait beaucoup d'excuses et qu'il avait déjà rompu sa promesse à plusieurs reprises. Benmu a répondu qu'il ferait tout son possible pour revenir à son 16e anniversaire s'il survivait bien sûr. Benmu a dit que pendant ce temps, il pouvait simplement décider d'utiliser son don pour l'achever et venger la mort de ses sœurs. L'un a pris les cornes et a dit qu'elle avait déjà 16 ans, mais pourquoi Ben n'était-il pas encore venu? Elle se demandait s'il l'avait encore trompée. Pendant ce temps, Fuliu et Lien se dirigeaient vers le village de Lingjiao. Lien lui a demandé si elle s'était déjà battue avec un 8 blanc. Fuliu a répondu qu'aucun membre de leur génération de samouraïs noirs 8 n'avait jamais rencontré les 8 de Beiji. Mais elle a entendu dire par la génération précédente qu'ils avaient tous rencontré un représentant des 8 blancs nommé Gishi. On disait que le village de Lingjiao était situé à l'entrée nord de la grande vallée du Rift. La vallée du Grand Rift est devenue un col important sur la route vers le sud. Et tout le monde, qu'il s'agisse d'un cyborg ou d'un hybride, qui voulait se rendre vers le sud devait passer par cette gorge du village de Lingjiao. Et ces 10 dernières années, ils ont arrêté de se déplacer vers le sud à cause de Gishi. Fuliu a dit qu'ils pourraient très bien rencontrer les 8 de Beiji, et si cela se produisait, ils auraient besoin d'appeler des renforts. Pendant ce temps, dans le village de Lingjiao Shui, Tongshi a terminé son histoire et a déclaré qu'il devait mettre un masque et se présenter comme Benmu. Shui Tongshi a déclaré que la raison pour laquelle elle ressentait quelque chose de familier à propos de cette épée était probablement parce qu'elle faisait autrefois partie de Benmu. Et a déclaré qu'il n'était pas intéressé à sauver le monde, il voulait juste connaître le côté de Benmu qui était incapable de voir le monde familier et de découvrir son histoire. Et a dit que son histoire était terminée et que c'était maintenant à elle de décider de les amener ou non au temple, mais soudain il lui a demandé pourquoi elle pleurait. Pendant ce temps, Zhiyu et Qinshui profitaient de leur dîner. Qinshui pensait que Shui Tongshi passait toute la journée avec la tête et n'augure rien de bon pour eux. Fuliu a dit que même si Lady Gishi semblait effrayante, elle était en fait une femme très sociable et gentille. Et puis Fuliu a dit qu'il semblait que la dame avait quitté la pièce, mais elle a dit qu'il semblait que la dame tenait quelque chose d'étrange dans sa main. Fuliu a dit qu'il ressemble beaucoup au chef du cyborg Shui Tongshi. La petite Zhiyu m'a demandé de lui dire que c'était une blague. Mais soudain, Shui Tongshi est apparu derrière Qinshui et leur a demandé pourquoi ils étaient si tendus et a demandé à Qinshui s'il lui manquait. Fuliu a demandé au chef s'ils avaient terminé leur conversation. Gishi a répondu qu'elle n'avait pas eu une conversation aussi joyeuse depuis longtemps. Zhiyu a dit à Shui quel est le chef semblait être devenu ami. Shui Tongshi a répondu que Little One était incroyable. Elle a demandé où était l'un. Fuliu a répondu que l'un s'était enfermé dans sa chambre et n'était pas sorti de la journée. Fuliu a dit que l'un avait reçu cet objet. Gishi a accepté et a dit qu'alors il ne la dérangerait pas. Gishi a déclaré que ce soir, ils montreraient leur hospitalité à leurs amis de Fenggu et que demain, ils solliciteraient le soutien total de leur village pour accomplir la tâche. Gishi a demandé à Shui Tongshi d'essayer leur vin de champignons traditionnel, mais il a répondu qu'il était uniquement alimenté par des piles. Le lendemain matin, Gishi a montré le chemin vers le temple et a dit qu'il était gardé par un autre membre des 8 blancs, mais qu'elle lui avait déjà envoyé un oiseau avec un message. Gishi a dit qu'elle ne les accueillerait pas car elle devait rencontrer des invités. Shui Tongshi l'a remercié et a dit qu'elle était géniale. L'un a dit au revoir à tout le monde et a dit qu'elle les emmènerait au temple et qu'immédiatement après, elle retournerait au village. Fuliu et les autres leur ont souhaité un bon voyage et leur ont demandé de se méfier des singes puants dans le canyon. Pendant ce temps, un singe a couru vers son frère et lui a dit que le chef du village, Lingjiao, avait laissé entrer quelqu'un de l'autre côté de la gorge. Le frère a répondu qu'il savait qu'il se cachait là parce qu'il aimait la paix et la tranquillité et qu'il violait toujours sa zone de confort. Le singe dit que parmi ceux qui avaient l'intention de traverser le canyon, il y avait un cyborg du 8 noir. Le frère aîné des singes fut très surpris et effrayé et ordonna à ses singes de les détruire immédiatement. Pendant ce temps, Shui Tongshi se souvint que Gishi lui avait demandé s'il avait parlé à l'un de Benmu, il a répondu qu'il lui avait seulement tout raconté. Gishi a dit qu'elle comprend qu'il a peur d'en parler à ses amis parce qu'ils cesseraient de le croire.
Mais elle a conseillé à Shui Tongshi de dire à tout le monde sauf à la fille Lin qu'il n'est pas vraiment Baimu. Gishi a dit qu'elle parlerait elle-même à Lin de la mort de Baimu à son retour au village et qu'elle prendrait soin d'elle. Quelques jours plus tard, les 8 samouraïs noirs Fuluo et Lian atteignirent finalement ce village de Linjiao. Lian a déclaré qu'il semblait y avoir beaucoup de monde là-bas et a suggéré qu'il n'aurait pas le temps de se reposer. Fuluo a déclaré qu'il ne faisait aucun doute que la vieille femme du village de Fenggu avait prévenu les villageois de leur arrivée à l'avance. Et puis Guy pensa que cela ressemblait aux deux dont parlait Madame Ya. Elle a dit aux filles qu'elle s'occuperait de tout elle-même. Gishi a dit aux samouraïs qu'il n'y avait qu'un seul chemin vers ce village avant eux, et que ce chemin passait uniquement par son cadavre. Fuluo pensait que l'aura de cette dame était complètement différente de l'aura des autres hybrides et ce devait être la légendaire Gishi sur laquelle il y avait de nombreuses rumeurs. Lian sourit et dit que la tête de cette légendaire Gishi aurait fière allure sur son mur. Fuluo a déclaré que le nom de l'invincible Gishi était connu dans le monde entier et qu'aujourd'hui, elle pouvait enfin voir la légende de ses propres yeux. Lian a dit qu'il semblait que Gishi n'allait pas leur donner Shui Tongshi sans se battre et c'était génial parce qu'il voulait déchiqueter quelqu'un. Gishi a dit qu'il ne pouvait pas atteindre Shui Tongshi et a dit qu'il avait déjà quitté le village. Elle a dit qu'ils mourraient tous les deux aujourd'hui. Lian a répondu qu'elle pensait vraiment qu'ils se battraient ensemble avec elle. Il a déclaré que les membres des 8 n'ont pas entrepris une tâche dont ils n'étaient pas sûrs du succès. Et puis Fuluo a dit à Yinmo de commencer. Il répondit qu'il en avait déjà assez d'attendre et demanda à tester sa technique spéciale contre les hybrides, Requiem. Et soudain, il envoya des ondes sonores dans le village. Cette vibration traversait tout leur corps et pénétrait jusqu'à la moelle de leurs os. Fuluo a remarqué que Gishi résistait à la technique du démon sonore. Mais ce n'était pas surprenant car elle était membre des 8 blancs. Le candidat des Black Eight, Yinmo, a déclaré que tous les hybrides ne sont pas morts à cause de sa merveilleuse technique musicale. Guy a demandé à Fuluo ce qu'elle faisait avec ses proches. Elle a répondu que c'était juste un évanouissement et qu'il se réveillerait dans 24 heures. Fuluo a demandé à Gishi de ne pas se réjouir et a dit que la fête ne faisait que commencer et soudain elle a demandé à quelqu'un de descendre. Le candidat des Black Eight, Mokiki, était heureux de pouvoir enfin jouer au jeu, mais il s'ennuyait déjà. Mokiki a dit que si Gishi est vraiment membre des 8 blancs, alors elle le prendra sur elle. Une autre candidate, Yashu, a répondu qu'elle dégageait une aura puissante. Le candidat suivant, Zanya, a déclaré que sa mâchoire se tordait parce qu'il voulait goûter de la chair fraîche. Lian a dit à tous les candidats qu'il y avait actuellement un poste vacant dans le 8 noir, s'ils voulaient le prendre, ils devaient le prouver. Pendant ce temps, Shui Tongshi a dit à Lin qu'il marchait depuis plusieurs jours et lui a demandé quand ils atteindraient le bout de la gorge. L'un a dit qu'ils avaient parcouru la moitié du chemin et qu'ils devaient maintenant faire attention car ils se trouvaient au cœur même de la gorge. Elle a dit qu'il était facile de s'y perdre et qu'en plus, on pouvait rencontrer des animaux et des plantes dangereux. Shui Tongshi a dit qu'il n'y avait pas encore de danger et lui a demandé si elle disait vraiment que les fleurs étaient dangereuses et quand il avait touché la fleur. La vapeur couvrait tout. L'un a demandé à tout le monde de retenir son souffle et a déclaré que cette vapeur était très dangereuse et toxique. Et soudain, ZYU remarqua que Shui Tongshi avait disparu. Il ne savait pas où ce cyborg nuisible aurait pu aller. Shui Tongshi pensa que c'était possible car il lui semblait avoir vu de ses propres yeux Baimu vivant et indemne. Pendant ce temps, Mokiki voulait attaquer Gishi, mais elle a facilement bloqué son coup et l'a jeté sur le côté. Yashu a dit que l'avantage des cyborgs était qu'ils n'avaient pas besoin d'utiliser des techniques primitives lors des combats. Yashu a utilisé une mécanisation complète et a commencé à lui tirer dessus de tous les côtés, mais Gishi n'a ressenti aucune résistance. Et puis Zanya a couru vers elle et lui a dit qu'il voulait goûter sa chair. Elle l'a pris dans ses mains et l'a utilisé comme bouclier. Mokiki a remarqué que Gishi s'était ouverte et a pensé que c'était le moment idéal pour l'attaquer, mais Gishi l'a frappé et l'a immédiatement frappé. Gishi a regardé Zanya dans sa main et a demandé si c'était une mouche. Elle a dit qu'elle détestait les insectes et l'a frappé au sol. Pendant ce temps, Shui Tongshi pensait qu'il dormait et a demandé à Baimu comment il avait réussi à échapper aux 8 noirs et si Yang Liu l'avait vraiment aidé. Shui Tongshi lui a demandé comment il avait réussi à le retrouver et s'est demandé si ses blessures étaient déjà complètement guéries. Baimu a répondu que Shui avait grandi. Il a dit qu'il pensait qu'il ne tiendrait pas 3 jours dans le monde ouvert et a demandé s'il y avait passé un bon moment. Shui Tongshi a demandé à son ami de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'ils avaient encore beaucoup de temps, mais soudain, quand il s'est approché de lui, Baimu a disparu. Shui Tongshi tomba au sol et des larmes coulèrent involontairement de ses yeux parce qu'il réalisa que tout n'était pas réel. Pendant ce temps, ZYE pensait qu'elle ne pouvait plus arrêter d'inhaler cette fumée et soudain elle s'est enfuie quelque part sur son lama. Kinshui voulait la suivre mais l'un lui a demandé d'attendre et lui a dit qu'ils étaient également sous l'influence de cette fumée. L'un a dit que c'était un type de champignon errant qui libérait des gaz et que si vous en inhaliez beaucoup, des hallucinations pourraient commencer. L'un a demandé à Kinshui de s'asseoir, de fermer les yeux et de se concentrer sur lui-même et sur son emplacement. Elle s'est assise et s'est calmée. Kinshui a demandé si elle avait vraiment appris à utiliser l'esprit animal. Elle a répondu ça un petit peu et c'était suffisant pour dissiper l'illusion.
L'un lui a demandé de lui donner la main et lui a dit que le pouvoir de l'esprit animal ne se transmettait pas par le contact avec quelqu'un de son espèce et qu'elle pouvait transférer sa concentration. Qin Shui lui a donné la main et l'un lui a demandé de se taire et de ne pas perturber sa concentration et de ne pas émettre un seul son. Pendant ce temps, King Mo s'est occupé de tous les soldats et leur a demandé de se rendre afin d'aider le chef de son village. Mais soudain, Gishi est apparu devant lui et lui a demandé s'il faisait du mal à ses enfants, et puis elle l'a attrapé et l'a enfoncé dans le sol. Giel a demandé au samouraï s'il voulait vraiment la vaincre en infériorité numérique et a dit qu'elle ne se souciait pas du nombre de fourmis qui rampaient autour d'elle. Gishi a dit au samouraï qu'il n'attendrait pas sa pitié et pensait-il vraiment en entrant dans le village qu'il pourrait rester en vie. Pendant ce temps, ZYE a dit qu'il n'y avait pas de fumée et qu'il n'avait rien à craindre, mais que son ami avait toujours peur de quelque chose. ZYE a regardé cette fleur et a pensé que cette fleur créait de la fumée de spore, la fleur lui ressemblait. ZYE a déclaré que la fleur dégageait de la fumée comme un petit canon et qu'après l'avoir inhalée, son corps était capable de développer une immunité contre elle. Tao ZYE pensait qu'elle devait maintenant libérer du gaz immunitaire et elle réalisa que cela fonctionnait vraiment. La fille lui a demandé s'il se souvenait du chemin du retour parce qu'ils étaient perdus et qu'ils devaient trouver un moyen de sortir de là. Shui Tongshi se demandait où tout le monde était allé et ce qu'ils avaient en tête, car être séparés était très dangereux pour leur vie. Shui Tongshi a vu que le petit singe était attaqué par une meute d'animaux, elle a dit que si le roi des singes découvrait qu'il mangeait son animal de compagnie, il les écorcherait. Shui Tongshi s'est approché de lui et lui a dit qu'après les mots prononcés, il ne le laisserait pas en vie et lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Mais a ajouté qu'avant de le sauver, il devait discuter de la récompense, et puis le singe leur a dit de dévorer. Le singe a dit que s'il l'aidait, alors elle l'aiderait à trouver n'importe quoi dans cette vallée du rift et lui montrerait tout. Shui Tongshi a répondu que le service serait fourni dans les 5 secondes, il s'est rapidement occupé de tout le monde et a demandé des commentaires positifs. Le nom du petit singe était Yiya, il a dit que le roi des singes leur avait dit que le monde en dehors de la vallée était trop cruel. Shui Tongshi a deviné qu'il s'était enfui de chez lui pour regarder le monde extérieur de ses propres yeux, il a demandé comment il savait cela. Le singe lui a demandé de ne pas s'inquiéter car il lui a sauvé la vie et donc il aidera le cyborg à retrouver ses amis même au prix de sa vie. Et, j'ai dit que ses amis semblaient être partis explorer la région pour le retrouver et j'ai suggéré au cyborg. Au lieu de courir à travers la forêt, il vaut mieux se tourner vers le roi des singes pour qu'il lui donne des gars pour l'aider. Shui Tongshi était d'accord avec lui. Yiya a dit à Shui Tongshi qu'il n'avait aucune raison de se moquer de lui sans raison et l'a emmené chez le roi, et, j'ai pensé à quelle idiote elle est. Pendant ce temps, dans le village de Lingjiao, Gishi répartissait les 8 candidats, elle a frappé Zanya et l'a complètement brisé. Gishi regarda les samouraïs et dit qu'à en juger par la façon dont ils se tenaient calmement, un autre atout était perdu dans leurs manches. Gishi a dit qu'ils allaient maintenant quitter ce monde, mais Lien a souri et a dit qu'elle mourrait elle-même tout de suite et soudain quelqu'un l'a poignardée avec une lame. Derrière Gishi se tenait le candidat pour les 8, Huiyin, il l'a poignardée avec son arme et a déclaré qu'elle était transparente et presque invisible. Huiyin sourit et dit qu'il deviendrait le samouraï noir qui remplacerait Shui Tongshi. Lien a dit à Huiyin qu'il ferait rapport au patron de ses réalisations aujourd'hui parce qu'il l'a frappé fort et n'a même pas utilisé la capacité des cendres. Lien a déclaré qu'il avait un grand potentiel et pour être juste, il a ajouté qu'il pensait qu'il était plus fort que Shui Tongshi. Fuluo a parlé de la mécanisation de Lien car il pouvait développer des microbots capables de réparer rapidement les pièces endommagées. Fuluo a déclaré que ces microbots pouvaient même guérir des blessures corporelles dans une certaine mesure et c'est pourquoi elle a travaillé avec lui en tandem. Lien a dit que c'était le secret de leur succès, mais en plus, cela brûlait beaucoup d'énergie et en plus, il pouvait guérir 5 personnes par jour. Gishi leur a dit de le faire rapidement et d'en finir avec ça, Huiyin a dit qu'il la laisserait mourir rapidement. Pendant ce temps, l'un a dit qu'elle avait un mauvais pressentiment parce qu'elle avait réalisé que Lady Guy lui cachait quelque chose et qu'il devait donc rentrer rapidement chez eux. L'un a demandé de lâcher sa main et a suggéré qu'il se rende immédiatement au temple et qu'ils retrouveraient plus tard leurs amis perdus. Qin Shui a demandé s'ils devaient d'abord trouver leurs amis, l'un a répondu que cela prendrait trop de temps. Pendant ce temps, ZYE errait toujours dans cette gorge et réalisa qu'il était difficile d'y retrouver ses amis car il les cherchait depuis longtemps. Tao ZYE s'inquiétait pour eux car il lui restait toutes les fournitures et elle pensait qu'il ne pourrait pas s'en sortir sans son aide. Pendant ce temps, les 8 candidats ont attaqué Gishi parce qu'elle ralentissait considérablement par rapport au début de leur bataille. Lien a demandé à Yashu s'il avait réussi à trouver Shui Tongshi, il a répondu qu'en raison du paysage local, cela lui prendrait plus de temps. Mais il découvrit 2 individus suspects et lors de leur conversation l'un d'eux mentionna plusieurs fois Shui Tongshi. Yashu a dit que même si Shui Tongshi n'avait pas trouvé la fille qui voyageait avec lui, le drone l'avait facilement repéré. Yashu a dit qu'avec son aide, il pourrait découvrir où se cache ce cyborg. Lien était d'accord avec lui et dit que s'ils attrapaient rapidement la fille, elle les conduirait à Shui. Lien fut surprise car Gishi avait déjà été beaucoup envahi et elle continua à leur résister et à se battre avec eux. Les défenseurs du village ont demandé à Madame Gishi de tenir un peu et lui ont dit que bientôt tous les villageois se réveilleraient et l'aideraient.
Remarquant le drone, ZYE pensa que quelque chose n'allait pas dans le village des antilopes. Après tout, la vallée du Rift était gardée par les enfants des 8 blancs et les cyborgs ne pouvaient tout simplement pas sortir de nulle part ici. Et donc ZYE a pensé que très probablement cette chose avait volé là-bas directement du village des antilopes des cyborgs. Mais elle se demandait ce que cette chose avait oublié là-bas et pourquoi elle les poursuivait tout le temps et qui elle cherchait. Quoi qu'il en soit, elle avait un mauvais pressentiment. ZYE a dû se séparer d'elle et retrouver tous ses autres amis. Pendant ce temps, les candidats ont continué à attaquer Gishi. Ils se demandaient comment elle pouvait encore se tenir debout et, en plus, les combattre. Huiyin pensait qu'en tuant ce monstre, il prouverait définitivement qu'il était plus fort que Hui Tongshi, et ils ont tous attaqué Gishi ensemble. Guiel pensait que si l'un était là, elle serait déçue d'elle et de la voir dans cette position. Guiel pensait que ce serait sa fin, et est-ce vraiment la fin du voyage de sa vie, alors que tout le monde comptait et espérait sur elle? Elle sentit le sol sous ses pieds et pensa que ce sol reflétait tout ce qu'elle avait essayé de protéger avec tant de zèle et qu'elle pouvait supporter le fardeau de la responsabilité qui lui incombait. Gishi a ressenti les émotions de chaque habitant de leur village. Peur, colère et espoir, la source de sa force résidait dans les liens émotionnels avec les résidents. Et puis Gishi a soudainement attrapé Huiyin et lui a demandé pardon de les avoir déçus et de ne pas avoir opposé une résistance appropriée. Elle a déclaré qu'elle ne leur permettrait plus de nuire à ceux qu'elle protège et qu'elle les détruirait tous. Huiyin lui a demandé de le laisser partir parce qu'il souffrait beaucoup, mais elle a dit que maintenant il verrait le vrai but.